Bonjour à tous, c'est Jean-Charles Curdali, bienvenue en conversation avec JCK. Cette semaine, je suis avec Alexis Lebsker, qui est tout simplement une des figures du poker français depuis maintenant une dizaine d'années. Il a été joueur de poker professionnel pendant quelques temps, mais il est surtout connu pour son omniprésence dans l'industrie sous différentes formes. Il était aussi bien auteur de plusieurs livres dans le poker, rédacteur en chef de magazines, présentateur de télé et animateur dans une multitude d'émissions sur plein de chaînes différentes. Il est passé plus de 2000 fois à la télévision ces dernières années, dans différentes émissions du coup, et il est notamment connu pour avoir été le directeur et le présentateur de La Maison du Bluff, qui a été présenté pendant 6 saisons sur Énergie 12, donc une télé-réalité avec du poker. Alexis a été pendant 7 ans le directeur de la communication et le porte-parole de PokerStar France. PokerStar, pour ceux qui ne connaissent pas trop le poker, c'est le plus gros site online de poker au monde, et il vient prendre la direction générale du club de jeu Montmartre, qui va ouvrir dans quelques semaines, et qui prend la suite du cercle Ichy Montmartre, le plus ancien cercle de jeu à Paris. Moi-même j'ai été joueur de poker pendant quelques années, même 6-7 années, donc une longue période. Donc je connaissais Alexis par procuration via tout ce qu'il a pu produire entre ses émissions, ses livres, etc. Et dans cette conversation on a parlé de nombreux sujets, dont notamment sa passion pour les jeux de rôle, sa vie et ses expériences avant l'arrivée du poker, sa découverte du poker aussi, et ses premières années notamment qu'elle a tenté d'être joueur professionnel, ses débuts à la télévision en tant que présentateur et animateur, sa vision du marché du poker et la concurrence qu'il a pu avoir pendant quelques années au coude à coude avec Winamax, l'autre gros acteur du marché français, la Maison du Bluff et plein d'autres choses. Voilà, donc vraiment un programme très riche dans cet épisode encore une fois. J'espère que ça vous plaira, et n'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles si le podcast vous plaît et de vous abonner sur votre plateforme préférée pour recevoir Conversation avec JCK chaque lundi à 17h. Bon, je vous dis à tout de suite avec Alexis Lebsker et je vous souhaite un très bon épisode. Bienvenue Alexis. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir dans ce podcast. Je suis très heureux. Et moi je t'ai connu il y a un petit moment maintenant, parce que j'étais c'est un peu ancien combattant là. Ancien joueur de poker, enfin il y a longtemps, il y a quelques années du moins. Ouais. Et du coup je suis hyper content de t'avoir, parce que du coup je te voyais à la télé dans les différentes émissions que tu faisais. Enfin je t'ai vu avec PokerStar, enfin on va y revenir sur ton parcours. Je suis beaucoup moins détestable en vrai en fait. Ah ouais, t'es plus sympa tu vois. Alors, j'espère, j'avais un peu peur, je t'avoue. Et du coup, donc j'ai plein de questions à te poser. Je voulais commencer. Alors j'ai vu un truc sur Wikipédia, et il y a pas tout le monde qui a ça sur son Wikipédia. Alors, déjà, il y a pas tout le monde qui a un Wikipédia. Ça c'est le premier truc. J'ai vu que tu avais gagné une médaille d'honneur pour acte de courage et dévouement en 2008. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que j'ai pas réussi à trouver trop d'infos en plus, si ce n'est que tu as eu cette distinction. Alors c'est bizarre que tu commences par ça, parce que généralement personne n'est au courant, parce que je claironne pas non plus beaucoup. Écoute, je l'ai vu sur Wikipédia. Il s'avère qu'en 2006, un truc comme ça, j'ai sauvé une petite fille de la noyade qui était tombée dans la Seine. Okay. Et donc je peux pas vous faire toutes les péripéties, mais c'est quand même un épisode assez traumatisant de ma vie, parce que sauver une vie, la charge émotionnelle est pas neutre, donc je m'y attendais pas du tout, et je me suis pris ça en pleine gueule. Et quand j'ai vu les pompiers, les policiers sont venus me voir pour me dire ce que vous avez fait c'est bien, on va vous donner une médaille. Moi j'étais trempé, j'avais plus de souffle et tout, j'avais autre chose à foutre que de donner mes coordonnées pour une médaille, parce qu'il y a beaucoup de courants quand même dans la scène, c'était pas évident. Et ils m'ont dit mais non, mais monsieur, ça va encourager les autres à y aller, parce que sinon les gens n'auraient pas plongé. J'ai dit mais on peut pas laisser une petite fille de 4 ans se noyer. Il me dit si 2 personnes sur 3 on va regarder sans rien faire. J'ai dit ok, donnez-moi une médaille. Et ce que j'ai pris avec plaisir, j'étais pas contre, mais je veux dire c'était pas mon objectif. Donc j'ai eu effectivement une médaille remise par le préfet, le président de région, enfin c'était avec 200 flics au garde à vous, enfin c'est un truc exceptionnel quoi. Mais comment ça s'est passé quand t'as sauté dans l'eau? C'était en après-midi, le soir, il y avait C'était en après-midi, un jour férié, il y avait personne. Moi j'habitais sur une péniche. D'accord. Et j'ai entendu des cris d'enfants et tout, et d'abord c'était un endroit à Boulogne, un endroit très calme, et c'était très inhabituel qu'il y ait des cris d'enfants comme ça. J'ai d'abord cru que c'était un enfant qui se faisait agresser, donc j'ai surgi sur le pont, et il y avait absolument personne. Et après j'ai entendu une petite voix qui disait je me noie. Donc j'ai traversé le bateau, et la gamine faisait à 4 ans, elle faisait la planche, et elle avait un langage très très clair. Donc j'ai plongé parce qu'elle se noyait vraiment.
C'était pas, c'est une question de secondes, vraiment. J'imagine. C'était Et du très coup, il y avait impressionnant. personne autour, il y avait des gens. Non, personne. Ses Ok. parents, elle était tombée d'un bateau voisin et ses parents l'avaient absolument pas vu. Et le D'accord. temps qu'ils remarquent, j'étais déjà sur le quai avec elle. Donc c'était fini. Et là où je dis il y a une charge émotionnelle, c'est que si j'avais dit oh c'est un gamin qui joue, j'aurais eu un mort sur la conscience quand même. Ouais, Ma clairement, négligence aurait coûté une vie. Sauf que si t'es tout seul, tu dis. Et ça c'est dur. Le lendemain tu te dis ah ouais quand même. Ouais, clairement. Ouais. Mais et d'ailleurs, ouais, c'est vrai que quand il y a plusieurs personnes, ce que j'avais lu, c'est qu'il y a un effet de paralysie. Tu vois, s'il y avait eu beaucoup de monde, peut-être que les gens n'y seraient pas allés. Alors peut-être que toi, tu y serais allé ou une autre personne, mais globalement, c'est ça qui fait que les gens y vont pas souvent. Tu disais 2 fois sur 3. Non, là il y avait vraiment personne. Ma femme a très bien réagi parce que Ouais. pendant que je nageais, je hurlais appelle les pompiers, ce qu'elle a fait immédiatement. Les pompiers sont venus très vite. Puis c'est une belle histoire parce que la petite fille a rien, elle était transportée à l'hôpital. Elle a craché, elle avait bu de l'eau, mais de l'eau de Seine, c'est pas dramatique. Et puis elle va bien. Je l'ai vue un an après pour l'anniversaire de son sauvetage et tout. C'est une petite fille qui a eu en plus beaucoup de soucis avant. Donc elle a pas eu de bol quoi. Enfin elle a eu du bol. Elle a eu du bol de que sa vie se termine pas là évidemment. Et du coup la cérémonie c'était 200 personnes. Enfin c'était un énorme. Ouais. Il y avait des flics en uniforme au garde à vous, le préfet. C'est vraiment très impressionnant. C'était à Nanterre je crois. Ça doit être la préfecture. Okay. Oui préfecture des Hauts-de-Seine c'est ça. Ouais, ça commence par une belle anecdote en tout cas. Ouais c'est marrant. Enfin c'est marrant. Alors, c'était pas marrant sur le coup, mais c'est une histoire assez singulière, on va ouais. dire. Et très bien. Et du coup, on va revenir un peu avant. J'ai vu que tu étais un passionné de jeux de rôle. Oui. Ça c'est bien avant. Ça a commencé dans ta jeunesse, du coup. Ça a commencé au lycée. Ouais, où je jouais vraiment très très régulièrement, à peu près tout ce qui arrivait en jeu de rôle. J'ai vu que ça revenait beaucoup à la mode, donc je suis très heureux, même si j'y joue plus. Mais j'y ai passé énormément de temps. T'as pas idée. J'entendais les oiseaux se lever le matin, je me détestais. Et ça arrivait 2-3 fois par semaine, ouais. Pendant des années. Et du coup, il faut une bande de potes avec qui on joue, du coup. Bien sûr, mais j'avais. C'est mais la différence quand on joue online maintenant où on se met sur internet, on joue, il fallait s'organiser, dire ce soir on se voit. Ouais, mais le jeu de rôle live reprend pas mal de vigueur. J'ai vu les chiffres et tout, c'est plutôt encourageant alors qu'effectivement il y a la concurrence du jeu online et tout. Et c'est autre chose, c'est une autre ambiance. Moi je jouais beaucoup aux jeux vidéo également à l'époque. Mais c'est plus convivial, ça fait beaucoup plus appel à l'imagination, il faut s'entendre sur la façon de gérer un scénario, une situation et tout, c'est rigolo, c'est très sympa. Et puis plus tard, j'ai eu un magasin de jeux de rôle. Alors là, c'est paradoxal parce que je jouais beaucoup moins, mais j'étais toujours baigné. Le magasin de jeux de rôle C'était au début des années 2000. Ok, ouais. Donc un peu plus de 2 ans. C'était le bon timing, quoi. C'était un petit peu avant que Internet soit vraiment en masse, on va dire. Ouais, exactement. Et puis c'était le début du poker. Donc j'ai vu le début du poker. On va peut-être en parler plus tard. On va pas si vite. J'ai vu le début du poker grâce à ça. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai mis le pied à l'étrier. À l'époque, c'était Magic, le jeu le plus joué. Magic et puis Yu-Gi-Oh! Était très fort. Était le 2e point de vente en France de Yu-Gi-Oh! Ça paraît anecdotique. On faisait du volume vraiment. C'est marrant. J'ai joué au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Quand j'étais au collège. Je faisais des compètes et tout. Donc je me souviens très bien. Puis Magic était le numéro 1. C'est le plus joué au niveau du monde, du moins. Bien sûr. Mais là, c'est vrai que c'est des jeux assez sympas, je pense, assez formateurs. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté alors avant quand je parle du business, la partie quand tu étais joueur. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté de te mettre aussi jeune à ce genre de jeu? Qu'est-ce que ça te développe comme je sais pas, comme compétence par exemple. Je vais pas botter en touche, mais déjà du plaisir, parce que quand tu joues, c'est pour t'amuser. Donc déjà, ça a apporté un loisir sain, parce que contrairement à la réputation que ça avait dans les années 80-90, c'est un jeu très très amusant, interactif, qui permet de se faire des amis ou de développer des amitiés. Donc ça, c'est le grand 1. Après, savoir si ça m'a aidé dans ma vie professionnelle, je peux pas le dire, parce que j'ai pas vécu sans. Donc c'est un peu difficile de comparer, mais je pense que ça m'a un peu extraverti, ça m'a permis de prendre confiance en moi, de développer mon imagination. J'étais pas un gamin très imaginatif et je pense que ça m'a aidé peut-être sur ce point-là. Après, faire les parallèles avec l'entreprise, le business, les business que j'ai pu monter et puis après ma carrière dans le poker, franchement, je veux bien tenter des parallèles, mais je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Je pense pas que ça m'ait énormément apporté. Ça a contribué à faire l'homme que je suis, sans doute, mais pas comme plus. Tu dis, c'est pas facile, comme on vit qu'une fois, donc on a. Ben oui, on peut difficilement comparer avec les 100, on peut pas appuyer sur le bouton. Donc non, j'ai beaucoup de mal à répondre à ta question, mais par contre, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, ça m'a marqué toute mon adolescence, c'est sûr.
Du coup, t'étais plutôt joueur ou t'étais plutôt le maître de jeu qui est... J'ai fait un peu les deux, mais encore une fois, j'étais pas très imaginatif. Donc les scénarios, tu vois, à Donjons Dragons, des trucs comme ça, il faut les créer, il faut les travailler, et donc je préférais me mettre avec mon perso et suivre une aventure inventée par un autre. D'accord. Et PJ, PJ, comme on dit. D'accord. Je maîtrise pas tous les personnages joueurs. Et du coup, c'était quoi les jeux? C'était Donjons et Dragons? Ouais, Donjons Dragons, on a joué énormément à Donjons Dragons, Cthulhu énormément. Après, on a découvert Cops, Innominé Satanis, Vampire, Rêve de Dragon. Ça, c'est des jeux du coup qui continuent d'être joués aujourd'hui, ou c'est des nouveaux jeux qui reviennent? Je sais pas, il y en a peut-être qui ont disparu, mais Donjons Dragons cartonne toujours. C'est le jeu, je crois que c'est le premier jeu qui a démarré, qui a lancé tout ça. Et puis c'est surtout celui qui a lancé un peu, qui a lancé tous les autres, quoi, qui a permis à tous les autres de se développer. C'est ce qu'on voit pour ceux qui connaissent pas du tout de quoi je parle, peut-être dans cette série où les gamins là sur Netflix. Stranger Things, voilà, exactement. Il y a la saison 3 d'ailleurs qui sort. Ouais, c'est un petit bijou. On est en mars là et ça sort du coup parce que les gens peuvent écouter dans quelques mois, quelques années, peut-être ce podcast. Donc, mars 2019 et saison 3 de Stranger Things. T'as aimé? Après 2 ans, clairement. Ouais. C'est vraiment baigné de cette culture-là, culture des années 80-90 et avec énormément de jeux de rôle. Et voilà, moi j'étais un de ces gamins-là, quoi, un peu plus âgé quand même. Ouais, c'est vrai que je représente bien du coup les jeunes qui viennent jouer le soir, qui jouent toute la nuit. C'est ça, exactement. Les geeks reconnu là-dedans. Les geeks avant l'âge. Et j'avais vu un truc pareil, alors je sais pas si on l'a déjà sorti, mais j'avais vu dans une petite interview que tu avais faite sur YouTube. Ta manière aussi d'appréhender les jeux de rôle, j'avais vu notamment sur je crois que c'était SimCity, où tu disais alors ce que je comprends parfaitement avec le poker ou d'autres activités, mais que tu étais capable de pousser quand même le vice assez loin en ayant t'avais un tableau Excel ou quelque chose comme ça, je sais pas si tu peux expliquer. Ouais. En fait c'est une approche, c'est une approche qui veut que quand je joue à un jeu, mais je m'en suis rendu compte très tard, j'essaie de buter le jeu, quoi. J'essaie d'être plus fort que le jeu, de trouver la faille, de façon à ce que, je sais pas, j'ai une espèce de satisfaction personnelle à avoir été plus fort que les développeurs, etc. Alors à Donjons Dragons, je l'avais déjà sur les sorts de prêtres et de magiciens, parce qu'il y avait toujours des petites failles, des trucs auxquels ils n'avaient pas pensé. Un peu comme un avocat qui va essayer de te trouver la faille dans la loi, j'essayais de faire pareil. Et puis sur SimCity, c'est un jeu SimCity Build It qui est sur application, c'est pas le vieux jeu. J'avais créé un tableau Excel pour optimiser toutes mes productions. Donc là c'est complètement dingo, quoi. J'ai un peu honte, mais c'est intéressant, voilà, j'ai une approche qui est vraiment jusqu'au boutiste quand j'attaque un jeu. Et c'est aussi ce que j'ai retrouvé dans le poker, à essayer d'être le meilleur possible, de trouver des failles, d'inventer des choses. Alors ça peut me paraître bizarre, j'ai inventé des moves au poker que j'avais évidemment pas inventé. Mais ce que je veux dire, c'est que je les avais trouvé nulle part ailleurs. C'est moi en réfléchissant que je me suis dit mais si on fait ça, c'est génial. Et j'en parlais à mes potes, ils me disaient c'est énorme. Alors que tu parles, ça avait été écrit 10 ans auparavant dans un bouquin, mais je l'avais pas lu et j'avais trouvé le truc tout seul, quoi. J'avais vu la même chose dans les skateurs qui pensaient inventer, quand il y avait pas internet, qui pensaient inventer des figures. En fait, elles étaient déjà faites depuis 20 ans. Mais je comprends très très bien. Et alors juste avant, on va le temps d'en parler du poker. C'est quand même une page importante dans ton histoire, mais j'ai vu que tu avais fait plein d'activités avant d'arriver dans le poker. Ouais. Alors j'avais lu études de droit et de comptable, et après je vois dans l'hôtellerie à New York. Et ça j'ai pas compris à un moment quand j'ai préparé l'émission. Parce qu'il n'y a pas de lien, c'est tout à fait normal. J'ai fait de la compta et pour me vider la tête, parce que la compta c'est ça vide la tête, la compta. Non, justement ça l'a rempli. J'avais besoin de me la vider. Parce que les comptes de résultats, etc., ça m'avait un peu gavé. Et je suis parti aux États-Unis pour apprendre l'hôtellerie, puisque mes parents avaient 2 hôtels à Paris, enfin même plusieurs hôtels à Paris. Et ils voulaient me confier la direction de 2 d'entre eux. Et moi, je voulais pas. Je voulais pas être le fils à papa qui hérite du truc. Même si ça se passe très très bien, mais je voulais apporter une compétence supplémentaire qu'eux n'avaient pas. Et je me suis dit, je vais déjà aller apprendre le métier aux États-Unis et au Canada pour avoir une autre vision des choses. Okay. Mes parents ont créé l'hôtel, les hôtels dans lesquels je voulais travailler. Donc évidemment, ils avaient un regard un peu biaisé. Moi, je voulais apporter quelque chose de plus. Donc j'ai travaillé dans des palaces et des relais châteaux aux États-Unis, en Amérique du Nord. Ouais.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup? Déjà, ça m'a perfectionné en anglais, puisque l'anglais scolaire à l'époque, je sais pas maintenant, mais était pas brillant. C'est toujours aussi compliqué. Donc ça m'a permis d'être bilingue, ce qui est déjà pas mal. Et puis là, on parle de maturité. Être seul à New York ou dans un relais château perdu au fin fond du Canada, anglophone, bon faut un peu se débrouiller, sortir les doigts, comme on dit. Puis c'était après les études du coup. C'est juste après les études, exactement. Ouais. Mais j'ai même pas eu le temps d'avoir mon diplôme que je partais là-bas. C'était pas vraiment lié, tu vois. Et quand je suis revenu aux États-Unis, j'avais beaucoup plus de confiance en moi et ça m'a permis de prendre ce poste de direction avec davantage de sérénité. Et du coup, qu'est-ce que tu as vu comme différence entre l'hôtellerie aux États-unis, enfin en Amérique du Nord du moins, et en France? C'est pas comparable. L'hôtel de mes parents, il avait 22 chambres et l'autre 32. Donc tu vois, t'arrives à une cinquantaine quand tu cumules tout. Et quelques dizaines de salariés. L'hôtel aux États-Unis, c'était un hôtel de plus de 250 chambres qui était le seul 5 étoiles de New York, qui n'existe plus maintenant, mais c'était le Mayfair sur Park Avenue. Donc c'est une autre dimension. Et le relais château, c'était le post-hôtel au Canada. Donc là aussi, c'est avec des chalets, enfin une capacité hôtelière incroyable. Donc c'est pas forcément comparable. Mais par contre, j'ai appliqué des techniques d'hôtellerie. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, c'est peut-être un peu chiant, mais qu'on connaissait pas. Contrôle des gouvernantes, etc. Des méthodes de marketing qu'on connaissait pas. Et t'as pu transposer ça. Et que j'ai pu transposer un peu une petite structure, ouais. Et justement, donc après t'as géré du coup, t'étais le directeur de l'hôtel du coup de tes parents. Ouais. Et ça, t'as fait ça combien de temps? Ça t'a appris quoi? Enfin, je sais pas exactement, je dirais 5-7 ans, un truc comme ça. Oui, t'as pas fait ça 6 mois et 1 an, quoi. Non, c'était long. Puis attention, c'était des hôtels qui marchaient très très bien, donc j'étais très fier des résultats. Et ce qui est rigolo, c'est que je faisais déjà du marketing, puisque le but c'était de ne pas donner de commission aux agences de voyage, qui est impossible. Normalement, tu donnes entre 8 et 10%. À l'époque, tu donnais entre 8 et 10% à toutes les agences. Là, on n'en donnait pas du tout, donc ça faisait une économie considérable. Et de créer un besoin aux États-Unis et en Amérique du Nord, tel que le client allait imposer à son agence de voyage le choix de son hôtel. Alors ça peut paraître évident aujourd'hui, où tu vas sur Trivago, tu choisis ton hôtel. À l'époque, c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Il y avait un rôle de conseil de l'agent de voyage. Et là, on passait au travers en forçant le client, en rendant le besoin si fort, quoi. Et bon, c'est un gros travail, mais c'était assez rigolo. Donc toi, tu faisais des techniques marketing qui permettaient de pas avoir à passer par eux, quoi. Ouais, exactement. D'accord. Ce qui n'était pas standard dans l'industrie. Ce qui n'était pas du tout standard. Ce qui n'existait pas, pratiquement. D'accord. Et donc du coup, après ça, t'es parti sur différents commerces que t'as ouverts. Alors mes parents m'ont proposé de reprendre l'hôtel en gérance progressive, tu vois, en achetant des parts, etc. Et ça a été une longue interrogation pendant des mois. Je me suis demandé ce que je voulais faire. C'était un peu le siège en or, quand même, parce que c'est des hôtels qui fonctionnent très très bien au centre de Paris. Et ça me plaisait pas. J'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. J'étais très jeune et j'avais envie de réussir par moi-même peut-être, et puis de découvrir d'autres choses. Parfois je regrette parce que c'est un certain confort et puis. Puis il peut y avoir des opportunités de développement. Il y aurait des choses aussi, j'imagine. Ouais. Et je sais pas. Je pense que j'avais envie de créer quelque chose par moi-même, peut-être. Et donc du coup, il y a eu. Alors je sais pas c'est en quel ordre. J'ai vu qu'il y avait un resto chinois et un. Alors après, ouais. Et un vidéoclub. Après, j'ai déjà monté une société de communication, de conseil en hôtellerie et un peu en restauration, mais surtout en hôtellerie, pour conseiller des petites structures indépendantes au passage et les sensibiliser au passage ça fait rigoler maintenant, à l'informatisation. Ils travaillaient sur des plannings papier, et c'était des gens qui, dans toute la France, n'avaient pas forcément accès aux outils, ils connaissaient pas les fournisseurs, etc. Donc je les mettais en relation. Et puis dans un second temps, à Internet. Évidemment pas Internet, il n'y avait pas de site Internet avant. Et après, une fois que ces deux vagues-là sont passées, l'activité était plus calme. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au poker de façon plus professionnelle, de façon industrielle. On peut dire. Le poker, c'était même du coup avant même le resto chinois. Non, alors c'est parallèlement à ça, parce qu'en même temps que j'avais ma boîte de com, j'ai monté un vidéoclub. D'accord. Et là, c'était. Alors là, je peux te dire, c'est de 97 à 2004.
Okay, donc pendant 7 ans. Tout le monde avait réservé sa vidéo. Et j'avais le seul vidéoclub du 6e arrondissement à Paris. Donc tu te rends pas bien compte parce que t'es pas parisien t'es d'adoption, t'es parisien d'adoption. Mais c'est vraiment central, c'est un quartier magnifique où un gros pouvoir d'achat, donc je faisais ce que je voulais. Je me moquais pas des clients, hein, bien sûr, mais je veux dire, je faisais mes prix, et puis s'il y avait pas de film, ils en prenaient un autre, quoi. C'est de leur culture cinématographique aussi, quoi, comme ça. Ouais, exactement. Donc c'était très agréable. Et puis bon, j'ai senti le vent Comment ça tourner. marche un vidéoclub? Parce que, alors du coup, c'est un qui existe peut-être plus aujourd'hui, enfin même plus du tout, je pense. Non, plus du tout. Il y en a plus, non. Et c'était quoi le modèle? On doit acheter plein de cassettes. Ouais, on achète. À l'époque, c'est des cassettes, très juste. Cassettes, ouais. On achète des cassettes qu'on paye une fortune parce qu'elles ont des droits locatifs. Tout le monde faisait ça, j'ai l'impression que c'était assez. Et puis on les loue. Et moi, j'étais un des tout premiers. Il y en avait que 14 en France à avoir un distributeur automatique. Ah, genre, un distributeur automatique. Donc tu mets ta carte bleue et à l'époque, il faut se projeter en arrière dans les années, à fin des années 90. C'était quand même assez novateur. Tu mets ta carte bleue et t'as ta cassette, quoi. Tu choisis ton film sur un écran et tu récupères ton film et tu vas le rendre quand t'as fini. Et du coup, ça c'était toute la journée ou c'était juste les jours? C'était 24 heures sur 24. Et j'avais un vidéoclub en plus. Ah non, t'avais les deux. Avec un vendeur. Et toi, t'étais pas dans le magasin, du coup. J'y étais de temps en temps, parce que ça me plaisait. Oui. Et puis quand j'étais pas ailleurs, à l'hôtel, etc. Mais le business dépendait pas de toi. Mais le business dépendait pas de moi, non. Cool, ça. Non. Pour les achats, parce que j'achetais les films, parce que c'est un gros budget quand même. Une cassette, ça coûtait à peu près 90 €. Donc si tu te trompes trop, ça peut vite. 90 €. Ouais. Non, ça paraît... C'est l'horreur. C'était l'horreur. Mais bon, parce que c'est pas le même prix que pour. Non, il y avait des droits locatifs, comme je disais. Donc au lieu de les payer, je sais pas combien ça devait coûter, 10 ou 15 balles ou 20 balles, tu les payais beaucoup plus cher. Et quand t'as un client qui te l'a ramené en ruine, t'étais. Tu pouvais pas amortir la cassette. T'étais pas très content, quoi. Mais bon, non, c'était des bonnes années parce que ça marchait vraiment tout seul. Et puis c'est un commerce, c'est un quartier sympa. Et du coup, tu t'es dit après, il y a eu les DVD. Après, il y a eu Cdiscount qui vendait des DVD à 2 €, frais de port inclus. Je me suis dit, oula, ça sent pas très bon. Et puis après, il y avait un site Napster, je crois, où tu pouvais télécharger des. Napster, c'est des musiques illégales. Ouais, de la musique illégale. Et je me suis dit, oulala, la musique, ça commence par la musique. Ça va bien. Et je me suis projeté. J'ai dit, dans 2 ans, c'est les films, c'est bon, c'est mort. Donc j'ai vendu tout de suite et j'ai vendu en 15 jours, j'ai mis en vente et en 15 jours c'était vendu. J'ai vendu mon stock et puis j'ai vendu mon magasin, le fonds de commerce. J'ai gardé une partie des murs et je m'en suis bien sorti parce que 18 mois plus tard c'était mort, quoi. J'ai l'impression que tu fais souvent gaffe à ça. Enfin, je sens des opportunités, mais aussi faire attention aux tendances des marchés et d'en parler justement avec Magic. Que t'avais peut-être loupé du coup. C'est deux choses différentes. Effectivement, sur le vidéoclub, c'était une question de survie. Mais moi, je comprends pas les gens qui n'ont pas vu Internet arriver à ma place. Les vidéoclubs qui n'ont pas réussi à vendre. Alors ceux qui n'ont pas réussi à vendre, qui ont mis en vente et qui n'ont pas réussi, les pauvres, on peut pas leur en vouloir. Mais ceux qui se sont dit, je vais me lancer en 2004. C'est quand même audacieux. Tu sais que ça va arriver. Internet va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et puis quand tu télécharges des chansons, a priori, tu vas télécharger des films l'étape suivante. Donc il fallait le voir arriver. Et puis alors ouais, tu le dis. En ce qui concerne les jeux de rôle, j'ai loupé l'étape magique parce que j'étais pas dedans, quoi. Le train est passé sans moi. Et quand est arrivée la période du poker, je me suis dit non, pas 2 fois. C'est bon, j'ai loupé une mine d'or. Là, ce coup-là, je prends le train. C'est en quelle année que le poker, tu t'entends parler la première fois? En fait, j'ai connu bien avant. J'ai connu au début des années 2000. Au tout début des années 2000, je faisais ma première partie payante. Donc là, on parle internet ou on parle en casino, en live. okay. Non, partie privée. Partie privée, pas de rec, un truc entre potes, quoi. Mais on commence à se dire, on va mettre un peu d'argent. C'est des sommes ridicules, hein, bien sûr. Et je me dis que ça m'intéresse et que ça me plaise et que j'ai envie d'y jouer, ça c'est une chose. Mais il faut que je lance quelque chose. Il faut que je sois dans cette industrie par tous les moyens parce que ça va être énorme. J'ai senti le truc venir. Je veux être joueur de poker, je veux aussi être autour dans l'industrie, mais exactement, pas que joueur. Okay. Exactement. Alors qu'il y en a plein qui se sont dit après, je vais être que joueur. C'est pas forcément la meilleure idée toujours. Si ça marche, c'est une très bonne idée. Mais c'est bien, c'est comme le casino qu'être le joueur du casino par exemple. Enfin, c'est une mesure. Oui, c'est ce que je veux dire. Ouais, complètement. Et du coup, ça c'est pas. Enfin, ce que moi, dans ma tête, alors c'est plus sur le online du coup, mais je vois 2004 avec le boom aux US, quand il y avait eu il y avait eu un gars qui s'appelait Moneymaker, en plus avec le nom parfait, quoi. Comme si c'était des story télé par les Américains.
et truqué, et qui avait gagné le plus gros tournoi de poker, ce qui s'appelle, pour les gens qui connaissent pas, le Main Event à Vegas. Et du coup, ça avait fait un boom gigantesque. C'était même avant ça, quoi. Il y a eu un boom gigantesque en 2004 aux US. Je crois que c'est 2003. 2003 peut-être, ouais. 2003-2004. Et toi, du coup, c'est dans cette période-là que tu commences à t'y intéresser. Ouais, c'est peut-être un poil avant que je commence à me poser la question, mais une question de mois, hein, c'est pas 5 ans avant, mais peut-être 6 mois avant où je commence à me dire c'est pas mal. Et effectivement, il y a ce Chris Moneymaker qui révolutionne complètement le poker, puisque pour la première fois, on voit les mains. C'est ça la révolution, c'est qu'on voit les mains qui jouent. Avant, on voyait des joueurs qui jouaient des cartes secrètes. À la télévision. Là, on partage avec le téléspectateur son jeu, donc on sait qu'il bluffe, et il arrive à faire un bluff magnifique face à un vieux de la vieille, un joueur professionnel qui connaît bien toutes les combines et tout. Et l'amateur qualifié sur Internet gagne le plus gros tournoi, comme tu l'as dit, et devient professionnel de poker. Donc là, ça fait rêver tout le monde. Et parallèlement à ça, se développe le poker en ligne. Donc tout le monde a la possibilité, au lieu d'aller en casino ou en cercle de jeu, a la possibilité de jouer depuis chez lui. Ça change tout. Donc le poker explose effectivement en 2003-2004. Et puis après en France en 2010 quand le marché est régulé. Mais toi du coup donc t'arrives bien avant l'ouverture du marché, ouais. Alors que la plupart sont arrivés à ce moment-là. Et donc t'as la partie joueur et la partie, tout ce que t'as fait, il y avait plusieurs choses autour. Quels ont été en tant que joueur déjà, qu'est-ce que t'as fait en premier? T'as commencé tes parties du coup entre amis. Après, j'ai fait des parties entre amis qui étaient très très difficiles à organiser parce que personne ne joue au poker en France. Ah oui, très peu de joueurs. Et puis vous jouez à quel jeu du coup? Parce que on jouait en fermé, no limit. Donc tu vois le très bien. le truc de western, le poker fermé, donc c'est le poker des cowboys. Ouais, c'est ça, poker à 5 cartes. On voit dans les anciens films. Entre autres. Et le no limit, c'est le jeu que tout le monde connaît, enfin ceux qui ont avec 2 cartes. C'est ça, sans limite de pot, donc tu peux faire tapis. Donc le faire tapis avec 5 cartes, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais on savait pas jouer. Après, quand j'ai eu ma boutique de jeux, là c'était un peu différent parce que j'avais un foyer de joueurs, des gens qui étaient sensibilisés à ça, à la stratégie, aux jeux de cartes, etc. Donc leur dire, les gars, si on tentait autre chose, on faisait un poker, ça a eu un certain impact et on s'est créé un petit groupe. Et comme c'était des gens qui étaient pas trop bêtes et qui avaient déjà cet esprit formé au jeu, on a vite progressé, donc on a vite eu un petit niveau. On était mauvais, mais on était certainement beaucoup moins mauvais que tous les autres. En perspective, chaque époque a ses bons joueurs. C'est ça que les gens comprennent pas toujours. C'est comme dans le oui, bien sûr. Être bon, le niveau moyen, par exemple, de 2018-2019, là, on peut pas le comparer avec le niveau de 2004. Bien sûr. Même si les gens sont meilleurs que toi, par exemple, ton niveau 2004, t'étais bien meilleur en perspective par rapport à la génération de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'elles comprennent pas toujours les gens. Si c'était mieux, si ça a évolué. Mais j'avais ce niveau-là, il y a 10 ans. Ce que comprennent pas les gens, c'est que ils pensent que c'est un jeu complètement statique, puisque le nombre de cartes est limité, et les jetons, a priori, ils existent. Les règles changent pas, mais bon, le niveau évolue. Voilà, exactement. Mais il y a des façons de jouer qui ont beaucoup évolué, des gens qui ont inventé plein de choses. Mais oui, on était plutôt moins mauvais. Et ce qui nous a boosté, c'est qu'on parlait tous anglais. Donc on faisait venir sur Amazon des bouquins américain et qu'on se repassait. C'était quoi, c'est les Doyle Brunson? Il y avait il y avait Doyle Brunson, il y avait Sklansky, alors beaucoup la théorie des jeux de Sklansky qui nous a beaucoup aidé, Ed Miller et puis Harrington. En France, il y avait rien, il y avait Poker Cadillac, je crois même qu'il était pas encore sorti. Donc voilà. Ça c'est des livres pour expliquer. Alors moi je connais ce que j'étais dans le poker, mais pour expliquer les gens, tu apprends du coup la stratégie, théorie des jeux, donc là c'est quand même assez technique pour le coup. C'était théorie, ça s'appelait Theory of Poker, c'est un livre jaune fort laid, un peu aride mais très très intéressant, qui t'explique vraiment les bases du poker, les bases du théorique du poker. Et quand t'as compris, t'es pas trop teubé, t'as compris la théorie, tu évites des situations dramatiques, quoi. Et t'avais pensé, j'avais lu aussi que de créer une maison d'édition, on va dire, d'importer des bouquins. Ouais, dis donc, tu t'es bien renseigné. C'est un projet que j'ai pas crié à tous les vents. C'était une opportunité, du coup. Je savais pas trop quoi faire, moi. Je pouvais pas créer un club de jeux, c'était réglementé, puis bon, c'était un peu à l'époque mafieux. Donc je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, je vais monter une maison d'édition, je vais acheter des droits aux États-Unis et je vais traduire les bouquins, comme je parlais bien anglais. Et puis François Montmirel m'a devancé, il était plus rapide et plus efficace que moi, donc l'idée est tombée à l'eau.
J'ai créé un jeu vidéo pour apprendre le poker qui a été acheté par une société qui s'appelle Hanuman, je crois. Comment t'as créé un jeu vidéo Ça a été une année, ouais, j'ai fait le jeu, j'ai inventé toutes les mains, j'ai tout rentré dans un tableau Excel qui était tellement long qu'il y avait pas assez de colonnes, je crois, de colonnes ou lignes, je sais pas, il y a une limite à Excel. Bon, je sais. Donc je sais pas si tu vois, Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui savent qu'il y a des limites à Excel. Non, il y a des limites à Excel, je l'ai découvert en faisant le truc. C'est que t'avais le premier joueur qui fait une action pré-flop, le deuxième qui fait une action pré-flop, le troisième, le quatrième, cinquième, etc. Ensuite le flop, quel est le flop? T'avais un arbre tellement grand. Turn-river, là, c'est monstrueux. Je veux dire, et donc j'ai touché des sous, mais ça a pas vu le jour parce que c'était, je sais pas, c'est l'éditeur qui a changé du coup, la vie. Il faut le passer d'Excel à, tu le développes sur quoi après ce jeu? Enfin, mais moi je sais pas, il m'a demandé, après c'est en Flash je crois. Ok. Moi, il m'a demandé un tableau Excel pour que les développeurs ensuite puissent travailler. Ah oui, ok, t'es pas toi qui as développé le jeu après. Ah non, toi, t'avais l'idée, j'ai pas ces compétences-là. Okay. Ouais. Moi, j'ai dit voilà ce qu'il faut faire, voilà telle que la façon dont je le vois. Ils m'ont dit c'est très intéressant. Ensuite, on va mettre une équipe de développement. Et puis ça s'est pas fait parce que je crois que les priorités marketing ont changé. Enfin, peu importe. Et le but c'était quoi? C'était d'aider les gens dans leur prise de décision. Bah, tu sais en fait, le pitch c'était tout simplement quand tu veux découvrir un jeu, la meilleure façon c'est qu'on te dise on va faire un coup pour rien. Bah là, c'est un DVD de coup pour rien. Oh, mais il m'a dit c'est génial, c'est génial, c'est beaucoup moins aride que taper un bouquin de 500 pages sur comment jouer, etc. Donc et l'idée était intéressante, ça aurait probablement mérité de voir le jour parce que ça aurait fait des sous. Mais bon, voilà, ça c'est pas fait. Il m'a cela dit demandé d'écrire un livre pour ses autres méthodes de poker et tout, parce qu'à l'époque il commercialisait énormément de trucs de poker. Et ce que j'ai fait, il m'a payé et il est jamais sorti. T'as écrit un livre où j'ai écrit un livre, ouais, bon après que j'ai refondu et pour écrire les autres, hein, mais voilà, et donc j'étais un peu frustré que tout ce que je fasse soit payé, certes payé, mais pas publié, c'était un peu frustrant. Et puis après, il m'a présenté à des gens qui montaient un magazine de poker et qui m'ont intégré dans leur équipe, donc finalement ça a été un retour gagnant quand même. Et c'était quoi le magazine? Poker VIP. Poker VIP, ça c'était quoi? C'était vers 2006-2007, quelque chose comme ça? C'est même un peu avant, ça va être 2005, fin 2005 je crois. Et tu faisais quoi du coup chez Poker? J'étais rédacteur en chef. Il y avait une grande équipe, c'était quoi? À l'époque oui, puis ça s'est rétréci petit à petit jusqu'à mon départ où à la fin il y avait plus que deux ou trois personnes, ouais. Mais c'était pas c'est pas le point, hein. Oui, c'est une niche aussi. Ça reste une niche. Il y avait à cette époque-là, je me souviens, il y avait énormément de magazines de poker. Peut-être pas une dizaine, mais pas loin. Il y a eu jusqu'à 7. 7 quand même, ouais. Il y en avait pas mal, ouais. Et ça marchait. On en avait 3. Hein. Donc c'était pas mal quand même. Vous en aviez 3? Poker Evolution qui est ma création, qui devait être juste un supplément de Poker VIP, et il y en a eu 6 tellement ça a cartonné. Il devait juste y en avoir un et il y en a eu 6. Et en parallèle de ça, tu t'es jamais dit, je sais pas, j'ai envie de jouer encore plus en tant que joueur et d'être pro du poker en jouant, ou c'est jamais un truc qui t'a traversé l'esprit? Si, mais je suis resté 1 an et demi à ne vivre que du poker avant ça. Ok. Et là, tu jouais sur Internet. Sur Internet, okay. Ouais. Donc c'était bien avant l'ouverture au marché. C'était avant l'ouverture du marché, absolument. Je jouais sur Poker Stars et je jouais sur plusieurs tables, à des petites limites, mais je faisais beaucoup de volume et je jouais tous les soirs. Ok, ouais. Expliquer peut-être aux gens, et on peut jouer plusieurs, parce que les gens sur Internet on peut ouvrir à peu près autant de tables qu'on veut, qu'on le souhaite, qu'on peut. C'est ce qui impressionne le plus les gens souvent quand tu leur expliques. Ouais. Donc on fractionne son écran en plusieurs parties. Moi je jouais à l'époque sur 9 tables plus une qui popait sur les autres. Donc si vous divisez l'écran en 9, il y a une fenêtre qui s'ouvrait en plus. Et faut pas du tout être un extraterrestre, hein, j'étais pas du tout un génie. C'est juste que si on veut gagner sa vie, il faut pouvoir faire ça. Il y a des gens qui jouent sur beaucoup plus de tables, plus de 30 tables à la fois. Plus en tournoi, en cash game, c'est vrai que c'est plus compliqué au-delà de 10, mais... Alors justement, je fais un peu le... Ah oui, pardon. Le professeur, tu peux expliquer en même temps. Ouais. Le cash game, on joue de l'argent, c'est simple. On met 50 € sur la table et puis on décide de jouer ces 50 €. Si on n'a plus d'argent, on décide de recaver ou de partir. De recaver, c'est-à-dire de remettre de l'argent ou de partir, de fermer la table, de laisser le siège libre. En tournoi, on achète des jetons, donc c'est pas des jeux, on joue plus vraiment de l'argent, on joue des jetons. Celui qui a plus de jetons est éliminé du tournoi, il peut plus revenir. Voilà, pour faire court. Merci pour les auditeurs. Et le gagnant, c'est celui qui a récupéré tous les jetons de tout le monde, puisqu'il a éliminé son dernier adversaire. Et alors je sais pas ce que t'en penses de ça, mais il y a toujours eu une petite rivalité ou une animosité peut-être des joueurs de cash game vis-à-vis des joueurs de tournoi. En tout cas, je sais pas comment ça évolue, mais animosité non, mais c'est pas tout à fait le même jeu. C'est pas le même jeu, mais des fois alors c'était plus honnête peut-être, mais les joueurs de cash game respectaient pas toujours
correctement, je trouve, les joueurs de tournoi. Alors que c'est pas les mêmes compétences qu'il faut avoir pour le coup, c'est beaucoup plus de patience en tournoi et un peu plus de théorie peut-être en cash game. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'est deux jeux différents. Et toi, du coup, c'était plutôt cash game. Du coup, très cash game. Je vais très peu de tournois dans ma vie. Ouais. Bon, je suis plutôt cash game aussi. Mais c'est peut-être bête, hein, c'est parce que j'ai commencé, tu sais, quand je te parlais de mes parties entre amis dans mon magasin de jeux, on jouait qu'en cash game pour une raison très simple, c'est qu'on voulait pas que si on joue en tournoi, le premier éliminé, il fait quoi? Il s'ennuie, quoi. Il rentre chez lui, il regarde les autres jouer, donc on trouvait ça extrêmement frustrant. Donc on a dit, non, on va mettre, on va jouer 5 ou 10 balles, hein, attention, hein, c'est vraiment des sommes ridicules. Mais le but, c'était de se perfectionner. Donc on jouait en cash game, et on essayait de jouer du mieux qu'on pouvait. Peu importe ce que ça pouvait nous coûter, si on avait passé une très mauvaise soirée, on avait perdu 30 ou 35 balles, c'est quand même vraiment pas dramatique. Et on essayait surtout de bien jouer. Donc ce qui est drôle, moi j'ai le souvenir d'un coup où on jouait pas d'argent. Et où j'ai, moi, pris une décision j'ai réfléchi pendant 5 minutes à un coup. Donc c'est impensable. Il n'y a pas d'enjeu. Mais c'était pour dire le niveau d'implication qu'on avait les uns les autres. Et personne m'a dit, dis donc Alexis, dépêche-toi, je te rappelle qu'on joue pour rien. Tout le monde respectait ça parce que le but c'était de jouer du mieux qu'on pouvait, de prendre les meilleures décisions possibles. Alors c'était peut-être ridicule encore une fois, si je regardais maintenant le coup sur lequel j'ai réfléchi il y a 10 ans, mais ça montre que peut-être que ce serait ridicule. Mais n'empêche qu'à l'époque il y avait une vraie réflexion et tout le monde était plongé dans cette réflexion-là. Ce qui est dur à retrouver, alors moi je fais pas beaucoup de parties entre amis en live parce que c'est souvent compliqué parce que quand on joue peu d'argent ou pas d'argent et les gens justement n'arrivent pas à jouer sérieusement et hormis le fait en plus qu'on est l'attraction, qu'on est ancien joueur de poker et du coup tout le monde veut voir si on n'est pas un magicien du poker alors on a 2 cartes comme tout le monde. Enfin, je sais pas si tu vois ça. Et puis bluffer le joueur expérimenté, c'est le sport, le sport des amateurs. On va pas entrer dans le technique, mais c'est vrai que du coup la bonne manière de jouer contre des gens qui savent pas trop bien jouer, c'est de jouer assez serré, donc jouer beaucoup de mains et du coup ce qui va pas trop avec l'image que les gens ont du poker où tu devrais bluffer tout le temps. Enfin donc il y a toujours une dualité, donc moi j'évite un petit peu des fois ces parties privées. Écoute, je savais pas que t'avais joué autant, en tout cas dans ce que j'avais. Tu me dis que j'avais bien travaillé, en tout cas ça je savais pas que t'avais joué 1 an et demi en professionnel, enfin en tout cas ayant vécu du poker. Et du coup en parallèle donc il y a les émissions de télé qui ont commencé parce que moi je me souviens je crois que c'était vers je sais plus si c'était c'était quoi, Poker Mission Caraïbes. Poker Mission Caraïbes, c'est pas ma première émission techniquement, c'est pas ma première émission, mais c'est la première grande émission. Ça c'était Énergie 12. C'était diffusé sur Énergie 12 en 3e partie de soirée. Et oui, ça m'a évidemment beaucoup propulsé. Et quand tu t'es retrouvé c'est assez amusant. En fait, ça a commencé un peu plus tôt. Je commentais l'EPT. J'étais commentateur remplaçant de l'EPT. Alors, l'EPT, c'est European Poker Tour, c'est la Ligue des champions du poker, en gros. Hein. C'est les plus gros tournois. C'est les plus gros tournois avec les plus gros joueurs. C'est vraiment un truc exceptionnel, très très bien capté. Des images sont magnifiques. Les gens sont pas compte. Faut leur dire, c'est à peu près 5 000 € l'inscription, donc c'est quand même pas. Ouais, c'est ça. Même s'il y en avait même des plus chers à l'époque. 5 000 et 10 000, ouais. 10 000, c'est que ça. 10 000 à Monaco et après 10 000 $ aux Bahamas. Donc c'est vraiment du très très haut niveau. Et puis c'est cette grande qualité et tout, et je suis seulement remplaçant puisqu'il y a un gars qui est pressenti pour être commentateur à ma place. Donc moi je fais les essais et finalement l'ingé son il me dit moi je te trouve meilleur que l'autre. Et je savais pas, mais en fait il est cul et chemise avec le producteur et il a super confiance, ils ont confiance l'un dans l'autre, donc il a dû lui passer un mot. Et le producteur a écouté les 2 bandes, il a dit bon, on va prendre l'upscare. Il m'a convoqué, il s'appelait Alexandre Balkany, c'est le fils. Et il m'a dit j'ai confiance en toi, j'aime beaucoup ta façon de commenter, on va te mettre en numéro 1 et puis l'autre sera en remplaçant. Donc j'étais bien content. Et ça c'est les commentaires, ça se fait sur quelle plateforme, c'est avec qui? C'est PokerStar du coup? Non, c'est en indépendant. À l'époque c'était une boîte de production qui s'appelait Kawa Productions qui effectivement a été rachetée plus tard par PokerStars, mais à l'époque c'était indépendant. Ok, et c'était diffusé sur internet? C'était diffusé sur Énergie 12. Tous les jours, monsieur. Je savais pas ça. Tous les jours, t'avais ton épisode de l'EPT. C'est complètement fou. Il y a plus du tout de poker à la télé maintenant. Là, je sais pas si t'imagines que je passais tous les jours. J'ai fait 12 saisons comme ça. Et en cours de route, il a confiance en moi et tout. Ça se passe plutôt bien. Il aime bien ma façon de présenter le poker. Il me trouve rassurant, etc. Il me dit voilà, j'ai un projet plus ambitieux pour toi. Je voudrais que tu fasses des émissions pour le web de 26 minutes façon émission de télé. Tu te fixes comme objectif une émission de télé. Un reportage, un magazine. Bon, moi j'avais jamais fait ça de ma vie. Je dis ok super. Avec j'endormais pas de la nuit. Aussi. Ouais, j'endormais pas de la nuit parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je lui ai dit oui d'accord. Est-ce que c'est différent de commenter? Mais ça n'a rien à voir. Faire un magazine papier et faire un magazine vidéo, c'est pas du tout la même chose. Et commenter et puis animer, c'est pas du tout la même chose. Donc je me lance comme je peux. Je fais un pauvre numéro 1.
Et en fait, tout le monde me dit, C'est bien. faudrait que tu continues, c'est pas mal. Alors, toi, C'est pas mal du tout. toi, tu devais pas trouver ça bien parce que Donc, tu vois, moi, tu je vois, sais pas, j'ai pas aucun Ouais. recul. Je fais ce que je peux, moi, Ouais, tu vois. on sais est pas jamais du tout. content de voir des joueurs. Ouais, un peu ouais, comme ça. moi, je vois que les défauts, Ouais. voilà, je vois bien que c'est pas à chier, tu vois, mais je sais pas. Comment elle s'appelle Et- l'émission? Poker Actu, le mag. Je crois que c'est trouvable encore, je crois. Hein. C'est peut-être Ah, mais Dailymotion. je pense que j'en ai déjà vu Ouais, mais c'était très connu à l'époque, ça faisait 26 000 vues et tout, tu vois, donc pour du poker et tout, c'était pas mal sur internet du coup. Ouais. sur Internet. Et du coup, il me convoque une nouvelle fois et il me dit, voilà, j'ai une émission de télé-réalité, je voudrais que tu sois dedans. Je voudrais que tu me fasses du Denis Brognard. Je vais te raconter la petite anecdote. Je ne savais pas qui était Denis Brognard. Je fais, oui, très bien. Oui, bien sûr, Denis Brognard. Je dis, la première chose que je fais en sortant de son bureau, c'est de taper Denis Brognard dans Google. J'étais tellement peu branché télé et tout que je ne savais pas. Et il me dit voilà le projet, c'est une télé-réalité, ça va être tourné aux Caraïbes avec Clara Morgan et tout. Je fais waouh, super. Donc là pour propulser mon image et ma carrière, c'était juste magnifique. Le tournage se passe bien, je fais connaissance avec Clara Morgan et tout qui est pas vraiment faite pour ça, pour ce métier, on va pas se mentir, c'était très dur les L'époque, tournages. elle faisait de la chanson, tout ça, c'est ça que j'avais. Ouais, je sais Enfin, pas trop, j'ai pas de- trop suivi sa carrière Ouais. sans vouloir faire le puritain, mais j'ai jamais vu un de ses films et je connais pas ses chansons, ses trucs et tout. La fille est plutôt sympa, mais bon, pour présenter une émission de télé, c'est très compliqué. Et à tel point que en 48 heures, elle se fait virer, mais virer violemment par Balkany, par le producteur. Parce que ça, c'était quoi le principe de l'émission C'est une télé-réalité où elle anime. Et toi, t'étais Et moi, je suis le garant poker. C'est moi qui organise toutes les parties, qui leur dit voilà les règles, voilà comment ça va se passer. Moi, je lance les jeux, un peu le Denis Brognard, et elle serait une suranimatrice, une couche par-dessus, Ok. qui va dire oh bah aujourd'hui les candidats sont à tel endroit, c'est magnifique, ils vont profiter de la mer, machin et tout. Je laisse la parole au directeur, voilà. Et ensuite c'était moi. C'était les prémices de la Maison du Bluff. Donc, Exactement. Et elle se fait virer donc parce qu'il en peut plus. Et moi, je me dis, bon, bah, ça y est, c'est mort. Parce que le directeur des programmes se barre, le sponsor se barre, et je me dis, bah, j'ai fait 24 heures de télé, cool. Et là, Balkany arrive avec un grand sourire, une énorme pile de papier, il me dit, voilà ces textes, c'est pour toi. T'as 10 minutes pour apprendre tous ces textes, et puis maintenant, c'est toi. Je le regarde, je lui dis, écoute, on se connaît pas beaucoup. T'es sûr de toi, là? Il me regarde droit dans les yeux, avec un grand sourire, il me dit, j'ai jamais été aussi sûr de moi. Et qui était beaucoup plus sûr de moi que moi-même. Bon, ça donne de la confiance. Moi, j'étais en train de compter des jetons pendant qu'on parlait, tu vois. Et il me file les textes, donc j'apprends ce que je peux. Voilà, je comprends de quoi il faut parler, mais Pourquoi c'est aussi pressant? Parce que c'est parce qu'on tourne, c'est pendant le tournage. Ah, c'est pendant le tournage. On est en train de tourner. Et du coup, Il y a, c'était des tout le monde émissions nous attend, toutes les équipes sont prêtes et elle se Ok. fait virer au moment de prendre l'antenne. Ah oui, ok. Et du coup, ça me revient à moi. Et je n'oublierai jamais ce moment où je passe donc devant la caméra avec les projecteurs en pleine poire et tout le monde me regarde. On parle de quand même une cinquantaine de personnes parce qu'il y a les candidats, il y a toute l'équipe technique, le staff, etc. Donc on parle d'une cinquantaine de personnes qui me regardent et tu vois dans les yeux de chacun, bon bah c'est mort, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Il y arrivera pas. Donc ça met une espèce de pression pas très saine. Et puis je sors mon truc comme je peux et dans l'oreillette j'entends c'est bon. Et je dis, mais je peux en faire un autre, hein, ce sera mieux. Non, c'est bon, c'est très bien. Et j'ai dit, mais non, mais moi, ça me dérange pas d'en faire un autre. Non, mais c'est très bien, Alexis, casse-toi en scène suivante. Ok. Et en fait, ça s'est passé comme ça tout le temps. Et j'arrêtais pas d'aller demander au cadreur, au monteur et tout, ça a été. Ils m'ont dit, ah, mais t'es très bien. Je le dis sans prétention, Ah oui, puisque c'est plus inverse, t'avais l'impression de. mais moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de savoir si c'était bien, ce que je pouvais améliorer, etc. Ils m'ont dit non, mais c'est très bien. Donc après, évidemment, pris confiance en moi pour le trac et le stress et la timidité. Je peux dire que c'est un bon remède. Ouais, Et puis, comme le tournage s'est bien passé, j'ai pas exigé des augmentations de salaire, j'ai pas eu de caprice et tout. Il m'a dit à la rentrée, t'as ta propre émission. Et puis de fil en aiguille, j'ai présenté, je sais pas combien d'émissions, je saurais même pas le dire. Je suis passé plus de 2000 fois à la télé, quoi. Et ben. Ouais, ça fait. Sur, oui, il y a eu sur Énergie 12. Énergie 12, M6, Eurosport, Ma chaîne Sport, Dès qu'il y avait une émission de poker, t'étais dedans, NT1, quasiment. AB, ouais, dès qu'il y avait une émission de poker, c'était pour moi. Et du coup, on arrive, je pense, à l'arrivée du 2010, à l'arrivée de l'Argel, du coup, du Ouais. faire. Mm. D'ailleurs, parce que toi, du coup, tu avais bien mené ta barque par rapport à ta stratégie, j'imagine. Enfin, tu avais réussi à être joueur, mais aussi à être dans l'industrie du poker. Ouais. Comment tu vois de l'extérieur alors, c'est sûr, il y a des opportunités qui se sont créées, mais quelle était ta vision de l'arrivée de l'Argel? Est-ce que tu pensais que du coup le poker allait passer sur une vision long terme ou ça allait être à court terme et que c'est intéressant? Enfin, comment tu as vécu cette période où on se rend compte ce qu'il faut expliquer aux gens, avant on pouvait jouer sur les sites internationaux, enfin Ouais. .com, et du coup, alors je sais pas, pour
façon pour rendre de l'argent aux joueurs, mais pour pouvoir sécuriser les joueurs, on va dire, l'Argel a décidé, et l'État, de mettre les joueurs entre Français. Ouais, c'est ça. Avant 2010, en fait, on peut, depuis la France et depuis pratiquement tous les pays du monde, jouer tous ensemble. On peut jouer avec des Australiens, des Sud-Africains, etc. Et il y avait un problème à ça, c'est que les grands sites, bon, c'était pas trop problématique, mais il y avait des petits sites qui pouvaient se créer où on savait pas exactement qui étaient les joueurs, quelles étaient les règles, est-ce que c'était des joueurs fictifs ou bien réels, qui contrôlaient tout ça. Et cet aléa et cet inconnu était insupportable pour l'État français, qui a décidé de réglementer. Donc il y a une autorité de régulation qui a été nommée et des sites qui ont été agréés ou non. Et oui, ça a changé pas mal de choses. On a vu que les côtés négatifs, parce qu'évidemment, on est un pays où on aime bien râler, mais ça a quand même eu beaucoup de côtés positifs, notamment sur la protection des joueurs. La protection n'était pas totale, n'était pas absolue, mais était quand même bien meilleure qu'avant, où il y avait juste rien. Ce qui a été la cause de beaucoup de mécontentement, c'est le fait qu'on ne joue plus qu'entre Français. Et ça, c'était vraiment un problème, notamment en tournoi, où ça a vidé les liquidités. C'est-à-dire qu'un tournoi qui se lançait où on pouvait être potentiellement plus l'infini, pratiquement, parce qu'on s'adressait au monde entier. Une dizaine de milliers de joueurs. Ouais, voilà. Maintenant, il s'adressait plus qu'au marché français naissant. C'est-à-dire des gens qui ont bien voulu s'inscrire sur un site. Donc, ça réduisait considérablement les possibilités. Et l'argent à gagner. Donc, il y a eu une marche très très haute à franchir et qui a été désagréable, notamment pour les joueurs, les règles, ce qu'on appelle les joueurs réguliers. Les professionnels. Les professionnels, ouais. Mais bon, il fallait passer par là. Je vais pas revenir en arrière et faire le vieux con, mais je pense que ça c'était un peu absurde. Cloisonner le marché, ouais. Ou de faire une régulation. En tout cas, il y avait possibilité de très bien contrôler sans cloisonner au moins le tournoi. Parce que le blanchiment d'argent au tournoi, c'est quand même vraiment très 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 compliqué. Autant en cash game, je comprends que il puisse avoir des craintes, puisque je le rappelle, en cash game, on joue de l'argent. Bah d'ailleurs, donc si j'ai décidé de blanchir avec toi, je peux perdre plein de coups contre toi. En tournoi, je sais même pas si je serai à ta table. Il y avait même pas besoin, parce que je me souviens alors c'était sur PokerStars d'ailleurs, sur .com, à l'époque, je sais pas si ça continue après sur le .com, on pouvait transférer de l'argent de joueur à joueur. Ouais, c'était interdit évidemment sur le .fr. Ce qui était interdit. Ouais. Donc ça, c'est vrai que là, ça va vite. Là, il y avait pas besoin de jouer sur une table là. Complètement. Complètement. Et ça devait être aussi sur, je sais pas les autres sites, parce que moi je jouais du coup les sites principaux à l'époque. Il y avait PokerStar, Full Tilt, Everest, Party Poker, qui, alors ça, qui était moins connu quand moi j'ai commencé, mais qui était mais dans le monde était très connu. Qui était très connu. Ouais. Mais les Français jouaient peut-être un peu moins sur Party, en tout cas vers 2007-2008. Et du coup, c'est là donc que tu as l'opportunité en 2010 du coup, donc ouverture de plein de sites. Il y avait peut-être, tu saurais quoi, une vingtaine, trentaine. 27. 27. Ouais. En plus beaucoup quelques années plus tard, on pourra en parler, mais donc là tu te retrouves chez PokerStar. Oui. Comment ça se passe, enfin comment t'as été recruté? Bah, figure-toi que le nouveau patron de PokerStars, fraîchement élu pour cette ouverture de marché, il s'appelle Alexandre Balkany. Donc il me connaît bien. Ça tombe bien. On a une relation de confiance de quelques années. Et je l'ai su plus tard, mais il a auditionné beaucoup de gens pour mon poste, y compris des gens très compétents. Et heureusement que je l'ai su plus tard parce que j'aurais été très inquiet vu la concurrence. Et il m'a choisi comme directeur de la communication et porte-parole de la marque. Donc c'était une très belle responsabilité. Sans entretien du coup, juste parce qu'il te connaissait. Enfin... Alors lui, il m'a appelé. Il m'a dit voilà, je pense à toi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu me donnes ta réponse demain. Enfin non, tu me donnes ta réponse et je lui dis bah demain t'auras ma réponse. Donc j'ai quand même réfléchi, c'était oui, hein, mais je voulais réfléchir un peu ce que j'allais y faire et comment ça allait se passer. Donc j'avais surtout des questions à lui poser. On s'est donné rendez-vous le lendemain et il m'a dit ok, moi ça m'intéresse toujours, banco. Donc on lance le processus et là j'ai passé des entretiens au téléphone un peu compliqués avec l'Angleterre et le manager de l'Europe. D'accord. En anglais. Là c'était moins peace and love quand même. C'est pas acquis d'avance. PokerStars, comment ils s'appelaient C'était une famille qui gérait PokerStars. Et Isaiah et Mark Schenberg, ouais, non mais c'était pas eux quand même. Là c'était vraiment des directeurs régionaux. Okay. Ouais. Et du coup, bah, ça devait être hyper intéressant parce que quand t'arrives, j'imagine quelques semaines ou quelques mois avant l'ouverture du .fr ou parce que c'était en juillet 2010, si je dis pas de bêtises, l'ouverture. Juin 2010, ouais. Juin 2010. Ouais. Et du coup, là, ça va être hyper intéressant d'un point de vue communication, marketing, parce que là, on voyait tous les sites avaient des budgets à dépenser, à louer. Et en tant que communicant, du coup, t'as dû apprécier, je pense, cette période. Ça devait être stratégiquement aussi. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ces premiers mois d'ouverture, peut-être la première année, disons. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est une dynamique très particulière. Je sais pas s'il y a beaucoup de nos auditeurs qui seront dans cette situation-là, mais c'est un exercice intéressant quand on s'intéresse
à la communication, au marketing. On a évidemment des budgets considérables et on doit conquérir tout le marché, ou le plus gros, mais en tout cas toucher toutes les tranches de la population de façon massive par tous les moyens. Print, online, télé, RP, etc., événementiel, hors médias, enfin bon. Vous n'êtes pas une petite structure, PokerStars, faut dire aussi aux gens. C'est une grosse multinationale qui pèse à peu près 5 milliards de dollars et qui a un budget d'à peu près... Le but c'était défoncer le marché, enfin être les leaders. D'être les leaders sur le marché français par tous les moyens possibles. Effectivement, c'est une période assez intéressante parce que, enfin, quand on s'intéresse évidemment à la communication et au marketing, parce que c'est une ouverture, donc on doit conquérir le plus de parts de marché possible, enfin conquérir le grand public par tous les moyens possibles et par tous les canaux de communication possibles. Donc il faut vraiment là, c'est de la communication 360 comme on dit. Qu'il faut mettre en place de façon cohérente en respectant les directives de la marque et en étant vraiment efficace parce que les autres ne nous feront pas de cadeaux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 27 marques. Alors elles sont pas de force équivalente évidemment, mais il y a quand même du monde dans les starting blocks, donc il faut être le premier arrivé. Et justement, donc toi ton rôle, donc c'était vraiment d'orchestrer tout ça. Oui, tout ce qui était com. Alors il y avait une équipe. Vous êtes parce que je me rends pas compte, c'était une grosse équipe. Au plus large, en France, on devait être, je sais pas, 60-70. Mais pas que sur la communication, surtout. Non, sur l'ensemble tout ce qui était marketing, mais il y avait aussi un peu de support, un peu d'aide au dépôt, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais il y avait des gens qui s'occupaient de la France depuis Londres, depuis d'autres bureaux. Et toi, du coup, donc tes missions, donc c'était de gérer ces personnes-là, d'orchestrer un petit peu toute la com, des émissions de télé aussi, leur diffusion, les pubs télé, les agréments pour les pubs télé, parce qu'on voit pas, mais on n'envoie pas une pub comme ça à une chaîne de télé, faut qu'elle soit validée d'abord, les pubs print, etc., les événementiels, les conférences de presse, on n'a pas fait énormément, mais quand il y en a une, il faut la faire, il faut qu'elle soit bien faite, des événements spéciaux, j'ai fait des événements avec Nadal, Rio Mavuba, Boris Dio, Chabal, etc. Donc ça, c'est des gens avec lesquels tu peux pas improviser, tu peux pas être bon pote et comment. Beaucoup sur les sportifs, du coup. Beaucoup sur les sportifs, ouais. Quelques people d'autres horizons, mais effectivement essentiellement des sportifs. Et ça, c'est pas des choses que tu peux improviser. Tu t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Et du coup, c'est quoi la stratégie? Enfin, quand on ouvre sur un marché comme ça, donc le poker était un peu connu en France, mais c'était encore petit. Là, c'est vraiment là où il y a eu le vrai boom. Pas petit, toute proportion gardée. Est-ce qu'on cible plutôt les joueurs réguliers, est-ce qu'on cible, ou professionnels, est-ce qu'on cible beaucoup de récréatifs plutôt, est-ce qu'il y a des sites qui ont pris différents partis pris, PokerStars, quelle était la vision à ce moment-là, où on vise les deux parce que du coup on a besoin des deux pour on vise tout le monde parce qu'on a besoin et envie d'avoir tout le monde. Donc la première étape, il faut bien se mettre dans la tête que le poker débarque pour la première fois. Il faut presque faire table rase du passé en se disant pas on nous connaît. Il faut se mettre dans la peau du gars qui n'a rien contre le poker, mais est pas forcément rassuré, connaît pas forcément ce jeu, a des inquiétudes, et il faut le rassurer. Alors il faut le rassurer de différents moyens, en lui montrant que le site est sûr, sécurisé, etc. Donc il y a une communication adaptée à ça. Que c'est une activité, le poker, qui est très proche du sport, donc c'est cohérent avec le sponsoring sportif, avec le vocabulaire qu'on va choisir, qui va privilégier les termes du sport plutôt que de la compétition d'argent, etc. Donc on parle assez peu d'argent, même si on met en avant les sommes qui peuvent être gagnées, parce qu'au foot aussi on parle de temps en temps d'argent, mais on privilégie vraiment ce côté compétition, sport, esprit sportif, qualité, on parle plus de hasard mais de stratégie, etc. De façon à ce que les gens se fassent une idée nouvelle du poker et chassent l'idée ancienne qui était jeu de truand qu'on joue dans une arrière-salle enfumée avec de l'argent sale et un pétard sur la table, tu vois. Donc ça, c'était un gros travail. Parallèlement à ça, auprès des sites qui faisaient déjà du poker, on développe une offre d'affiliation, c'est-à-dire vous nous rapportez des joueurs, on vous rémunère. On faisait du print dans l'équipe, mais également dans les magazines poker. On choisissait nos événements pour qu'ils soient relayés sur YouTube et dans la presse.
C'est ce que j'ai évoqué avec Nadal, avec d'autres sportifs. Et puis des opérations de l'affichage, des opérations avec au lancement on avait un bus avec la tête de Chabal qui passait. La pub avec Chabal et mon fils, je sais pas si vous vous en souvenez, Chabal en Napoléon et tout. À l'époque, ça avait bien marché. La pub avait été nommée pour le prix de la meilleure pub liée au sport. Donc on retrouve cet attachement au sport, etc. Donc voilà, c'était une stratégie assez cohérente. Donc rendre le poker, à évangéliser entre le marché, accessible, sain, fair play, etc. Puis la confiance du coup sur la plateforme. Voilà, rétablir une notion de confiance, ouais. Et ça, du coup, donc ça c'était les premiers mois. Et qu'est-ce qu'il y a eu après Alors c'est intéressant ce que tu me dis parce que personne le voit ça, mais il y a eu effectivement plusieurs il y a plusieurs parties. Phases, ouais. Moi, après il y a une maturité du marché qui est une façon de gérer la communication et le marketing complètement différente, puisque cette fois tu es dans l'optimisation. Il faut sécuriser ses parts de marché, aller en acquérir là où tu as négligé, où t'as pas été assez fort, où le concurrent a été meilleur que toi. Donc on est sur des budgets beaucoup moins élevés, mais plus tactiques, c'est-à-dire que tu dois mieux miser. Si tu veux, la période qui a précédé, les 2 premières années de 2 ans et demi, c'était un peu on tire à boulet rouge, quoi. On tire partout, on lance, et puis on voit ce qui marche. C'est un sprint au début. Voilà, là c'est déjà un petit peu plus du snipe. On connaît mieux nos affinités, nos cibles, et on va mieux taper dessus avec un peu moins d'argent. Les premiers sites aussi qui commencent à les premiers sites, très juste, les premiers sites qui commencent à mettre la clé sous la porte, et on est effectivement de 2-3 ans après l'ouverture du marché. Et de l'extérieur, t'es à l'intérieur, mais maintenant avec l'extérieur, t'as analysé ça comment? C'était manque de moyens, c'était une mauvaise stratégie qu'ils avaient, parce qu'il y avait des tout petits sites, il y avait des sites intermédiaires aussi qu'on fermait. Oui. Les petits sites, ils n'avaient aucun avenir. C'était perdu d'avance. Je vais te donner un exemple, mais le budget juste télé de PokerStars à l'ouverture, c'était 11 millions d'euros. Comment veux-tu, quand tu lances ton petit site avec quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros, t'en sortir? C'est pas possible, on joue pas dans la même cour. Or, la particularité du poker, c'est que tu n'as, en tant que joueur, pas en tant qu'acteur de l'industrie, tu n'as aucun intérêt à ce qu'il y ait plein d'opérateurs. Il n'y a pas de concurrence. Plus exactement, la concurrence n'est pas vraiment souhaitable puisque tu vas t'inscrire sur un tournoi essentiellement où tu as intérêt à ce qu'il y ait le plus de gens possible puisque c'est ça qui va générer l'argent que tu peux gagner. Donc quel est l'intérêt qu'il y ait une multitude d'offres? Ça va juste fractionner les tournois. C'est ça que les gens jouent sur un seul site. Parce qu'à l'époque, et maintenant on se retrouve à l'époque, ils jouaient sur un seul site. Voilà, ils jouaient un, peut-être 2. Maintenant, tout le monde est inscrit sur tous les sites. Ouais. Donc la notion de concurrence et l'intérêt d'avoir une multiplicité d'offres était pas du tout pertinente pour le joueur. Et les plus faibles, ceux qui avaient l'offre la moins attractive, vont fermer assez rapidement. Et comme tu le dis, certains acteurs intermédiaires, notamment Everest, qui avait quand même un budget important, s'est échoué en route. Donc là, c'était plus vos concurrents. C'était un petit peu plus concurrentiel, même si c'était loin derrière, mais c'était un peu plus concurrentiel, un peu plus sérieux, ouais. Et justement, donc l'autre concurrent, c'était Winamax. Ouais. Quelle était la stratégie? Parce que du coup, c'était pas forcément la même image de marque. Enfin, il y avait, vous avez votre stratégie au début, donc beaucoup de sportifs. Oui. Winamax, c'était plutôt la team avec les professionnels, beaucoup de très très pro. Alors même si, les gens connaissent peut-être de nom Elki, Bertrand Gropelier, qui était la référence du poker en France, en tournoi du moins, qui était chez PokerStars pendant presque 10 ans, enfin pendant très longtemps du moins. Bah, nous on avait un avantage, c'est on pouvait s'appuyer sur une team internationale. Donc ce qui nous permettait de ne pas engager une team française très importante en ayant juste le plus important des joueurs de l'époque, qui était une véritable légende vivante et qui mettait le deuxième, on savait même pas qu'il était deuxième, tellement il était loin devant. Donc ça, c'était vraiment très confortable. Puis ça allait au-delà du niveau de jeu, c'était même sa personnalité, sa manière de... Ouais, mais même sur les résultats, en tout cas, le niveau de jeu, je me permettrai pas de juger les autres, mais en tout cas, en termes de résultats, il était vraiment très très au-dessus de tout le monde. Et il est toujours numéro 1 français en gains cumulés. En gains annuels, c'est beaucoup moins reluisant, mais il est toujours très très bien classé. Donc on avait lui, et puis à côté effectivement des sportifs. Winamax avait une stratégie différente, c'est qu'ils avaient constitué un team qui est extraordinaire, genre de grand talent, très respecté dans la communauté, mais avec une aura beaucoup plus faible. Mais par contre, de l'autre côté, ils avaient Bruel. Et Bruel, c'est la star
On peut pas faire mieux. Party Poker avait essayé de recruter Bruno Solo. Bruno Solo est très gentil, mais il n'arrive pas du tout à la cheville de Bruel. Bruel, il n'y a pas une année où il n'a pas une tournée, un album, une pièce ou un film. C'est simple. Hein. Donc on parle tout le temps de Patrick Bruel. Il a jamais eu de communication négative. Il a toujours réussi à échapper à tout ce qui était polémique, etc. Voilà. Donc très bonne image, un mec sympathique, très populaire avec une grosse communauté. Et il dit, moi je joue au poker sur Winamax. C'est génial pour eux. Et puis il était actionnaire ou quelque chose. Il était actionnaire, ouais. Et justement, donc, toi, comment tu gérais cette compétition du coup avec Winamax, que on préfère toujours avoir un monopole, même si ça stimule la créativité ou des choses comme ça, mais c'était quelque chose qui était énervant au quotidien ou c'était juste ça? Non, au contraire, c'est plutôt un challenge, mais en face, c'est des gens intelligents chez Winamax. C'est des gens intelligents et qui avaient un gros budget. Donc qui sortaient pas de nulle part, mais PokerStars était déjà hyper connu, Winamax beaucoup moins. Ouais, et du coup, on les a vus sortir. C'est vrai que moi j'ai commencé sur PokerStars, après j'avais PokerStars et Winamax. Ouais. Parce qu'on voyait qu'il y avait aussi, c'était sérieux Winamax, c'était le seul concurrent. Enfin, il y avait pas que c'était le gros concurrent sérieux. On va se parler, on va se parler franchement. Ce sont des gens qui ont énormément de mérite. C'est une entreprise française née effectivement de rien, avec beaucoup d'argent à la base, bien sûr, mais née de rien. Et qui réussit à jouer du coude à coude avec PokerStars et même à passer devant après 5 ou 6 ans d'ouverture du marché. Donc c'est quand même une très très belle performance. Les raisons sont multiples. D'abord, je l'ai dit, ce sont des gens qui sont intelligents, qui ont de l'instinct et qui ont une certaine facilité. Quand t'as une bonne idée, tu te lèves de ton bureau, tu vas voir le patron, tu lui dis j'ai cette bonne idée, qui te dit d'accord, c'est beaucoup plus facile que quand t'as une multinationale, tu dois faire passer à ton N+1, qui le passe au N+2, qui veut l'envoyer, et qui attend la prochaine réunion, faut 6 mois pour que ce soit validé. Et t'as toujours un mec qui lève le doigt pour dire ah ouais mais ça va être compliqué ou ça va coûter cher ou ceci ou cela. Et chez PokerStars, tu sentais que c'était comme ça? Complètement. Ok, donc c'était trop hiérarchisé, Non mais c'était très hiérarchisé, mais pour de bonnes raisons. C'était aussi, c'est une multinationale, ce que n'est pas Winamax. Quand t'as une bonne idée, il faut la traduire dans toutes les langues. Il faut la faire valider par un mec en anglais, il faut lui monter un dossier et tout. Tout est très compliqué. Maintenant, t'as des actionnaires. À l'époque, il y avait 2 propriétaires, le père et le fils. Maintenant, t'as des actionnaires, t'as un board, il y a des décisions stratégiques qui ont été prises avant. Ton truc vient contrecarrer les décisions qui ont été prises. Chez Winamax, les décisions, elles sont prises par 2 personnes, un petit comité qui écoute ce que t'as à dire. C'est quand même beaucoup plus facile. Et puis, c'est qu'en français. Il n'y a pas besoin de traduire une page en 15 langues parce que t'as des licences dans 15 pays. Oui, ça donc c'est quand même beaucoup plus facile, ce qui n'enlève rien à leur mérite. Hein. Et puis nous, on a eu, c'est sur cette phase 2 dont tu parlais, une vision très héroïste, c'est-à-dire que 1 euro investi devait rapporter plus d'1 euro, quoi. Winamax, pas du tout. Ils se sont dit, on s'en fout. On pense que l'idée est bonne. Peu importe ce que ça coûte, ça finira par payer tôt ou tard. Et si le ROI, on met 5 ans à l'avoir, c'est pas grave. On aura posé nos jalons. Et ça a payé parce qu'ils ont lancé des opérations très populaires mais complètement perdantes en termes de ROI. Mais la popularité auprès des joueurs, elle est précieuse. C'est pas parce que t'as pas un ROI immédiat, mesurable, que t'as pas marqué des points. Donc il y a une partie qui est plus subjective et qui est plus difficile à mesurer, mais qui compte dans le ROI final de l'opération. Et PokerStars aussi, PokerStars et Winamax, c'était aussi les deux rooms de poker à être assez innovantes aussi. Je crois que PokerStars c'était le Zoom, donc le fait de passer. Ouais, le Zoom qui a été racheté à Full Tilt en fait. C'était Full Tilt. C'était Full Tilt qui l'avait développé. Il y avait Zoom. Winamax avait lancé les expressos. Zoom, c'est le fait de pouvoir passer une main en fait et de jouer une main tout de suite. Après, c'est de changer de table. Ça va hyper vite parce que ce qui peut être, les gens peuvent être frustrés parce que c'est un peu lent des fois. Ils peuvent se dire, surtout ceux qui jouent pas beaucoup de table du coup. Ça, tu vois, ça fait partie des trucs où je pensais vraiment que ça allait cartonner et ça a jamais marché sur aucun site. C'est marrant parce que justement ce côté gain de temps me paraissait susceptible de séduire les gens qui sont pas vraiment fans de poker et qui trouvent que c'est un peu long. À l'inverse, les expressos, du coup, par contre, là, c'est un carton et c'est un carton mondial. Même PokerStars en a profité. Bien sûr. Avant, on avait lancé les sit and go en or, qui étaient un peu basés sur la même chose, mais la révolution des expressos, c'était d'être qu'à 3 par table. Donc, t'en gagnes beaucoup plus souvent, ce qui est beaucoup moins frustrant. Et
paradoxalement, quand t'es dans les 2 éliminés, t'es frustré parce que tu te dis j'aurais pu. Donc c'est ce côté satisfaction, frustration et un moteur extraordinaire pour que les joueurs continuent de jouer. Tu peux expliquer ce que c'est du coup l'Expresso pour les... Oui, c'est des parties très simples, très très rapides, se jouent en 5-10 minutes. On n'est que 3, c'est par élimination directe, donc c'est sous forme de tournoi. Et la particularité, c'est qu'on va mettre, mettons, 10 balles. Il y a 3 € qui sont mis en commun pour une cagnotte globale, donc de toutes les parties, et le gain total pour la petite partie qu'on joue est tiré au sort. On peut gagner jusqu'à 100 000 € et puis plus tard 1 million d'euros en ayant dépensé, je crois 1 million d'euros c'est 100 balles je crois. Mais en ayant dépensé 100 balles, on peut gagner 1 million. En ayant dépensé 10 balles, on peut gagner 100 000. Ouais, il y a une cagnotte qui est tirée au sort au début de partie. Donc le plus fréquent quand on joue 2 €, c'est de gagner 2 €. Hein. C'est x2, x4, x2, x4, et ça monte jusque x 100 000. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est hyper addictif. Alors autant, j'ai toujours trouvé que j'étais pas addict au poker, enfin, j'arrivais facilement à en sortir, mais c'est vrai que l'Expresso ou le Spin & Go, en fait, pour les gens qui essayent, il y a une petite musique au début quand on lance, et c'est assez, ça donne envie en fait de relancer le suivant après. C'est le principe du casino. C'est vrai, c'est très casino, et du coup ça a marché parce que ça mixe le côté je peux être riche en quelques minutes et ça va vite. Enfin, c'est pour les joueurs récréatifs, c'était parfait, et du coup je pense moi j'ai pas mal de joueurs qui sont encore professionnels ou qui étaient encore il y a quelques années du moins, qui sont tous passés sur ce format qui était hyper lucratif pour les joueurs aussi, quoi. Alors il y a aussi un autre mérite à ce format-là, c'est que aujourd'hui 2/3 des téléchargements, je crois que c'est 2/3 des téléchargements d'applis de poker se font sur mobile ou iPad. Tu peux pas demander à quelqu'un de jouer pendant 11 heures un tournoi sur son téléphone, c'est pas possible. Même s'il a un grand écran, c'est absolument inconfortable, c'est ultra chiant, c'est pas ergonomique et tout. Par contre, une partie de 5-10 minutes, on le fait tous. On a tous un jeu à la con aux toilettes ou dans les transports en commun où tu te dis bah oui tiens, je peux me lancer une petite partie, 2 balles, 5 balles, 10 balles, ça me coûte pas très cher, c'est rigolo, et puis si je gagne, je peux peut-être toucher le pactole. Et ça a énormément changé la façon de jouer au poker et la façon de toucher les joueurs de poker sur le plan marketing. Je voulais passer sur la partie émission de télé. On a déjà vu tout à l'heure, mais La Maison du Bluff, qui était l'émission de Poker Star, du coup, que alors c'était le directeur. C'est d'ailleurs ton surnom aussi sur Wikipédia. C'est même plus marqué Alexis Lebsker, c'est écrit le directeur. Ah bon? Alors c'est écrit en dessous en fait, surnom. Okay. Voir. Et du coup, donc expliquer un petit peu qu'est-ce qu'était La Maison du Bluff et quel était ton rôle. Ça durait. Il y a eu 6 saisons, du moins. Je sais pas si il y a eu 6 saisons. Il y a eu 2 saisons avant, dont Poker Mission Caraïbes dont on a parlé. Et La Maison du Bluff. Mon rôle, c'est une émission de télé-réalité. Avec une particularité, c'est que en plus des joueurs castés, donc sélectionnés par la boîte de prod, il y avait des joueurs qui se qualifiaient sur Internet. Donc tout le monde, d'où qu'ils viennent, quel que soit son niveau social, son âge, etc., pouvait se qualifier, et on refusait personne. Donc c'est complètement magique parce que n'importe qui, depuis n'importe où, pouvait se retrouver dans une émission de télé qui faisait quand même 135 000 à peu près téléspectateurs par audience, et on dépassait les 10 millions cumulés. Donc c'est quand même pas mal. Pouvait, sans avoir un niveau extraordinaire, sans être professionnel, se retrouver devant ces gens-là et puis prendre un peu sa revanche sur tous les potes qui te vannent parce que tu joues mal, sur ton patron qui te gueule dessus, tu vois, voilà. Donc tu prends un peu une revanche sur la vie en te montrant à la télé, et il y a 100 000 € en jeu quand même dans cette petite rigolade. Donc on joue sur tous les aspects qui séduisent le grand public: l'argent, la célébrité, la télé, les belles nanas, les belles destinations, voilà. Et du coup, ton rôle, toi, c'était un petit peu le même du coup que dans Poker Mission Caraïbes, ton rôle initial du moins. Ouais. C'était d'être le directeur. Oui, ça a évolué. J'étais effectivement directeur, donc un peu la caution poker, l'organisateur de tout ce qui était défi poker, etc. Il y avait une animatrice. Petit à petit, l'animatrice a disparu parce qu'on s'est rendu compte que c'était une couche en plus et ça changeait pas grand-chose. Et sur la dernière, alors je fais animateur et voix off. J'étais très content, c'est un nouveau truc, c'est que c'est moi qui commente, un peu comme Denis Brognard. Voilà, je suis devenu le Denis Brognard du poker. Tu sais qui c'est maintenant. J'ai mis 10 ans, tu vois, j'ai mis 10 ans à le devenir. Mais c'est des exercices assez rigolos parce que moi j'ai pas fait d'école de journalisme radio ou télé, et me retrouver là-dedans, c'est quand même plutôt amusant. Et justement, tu disais le directeur, ça vient d'où? Parce que t'avais un rôle quand même que tu jouais dans La Maison du Bluff. T'étais le gars un peu qui clashait un peu les gens. Enculé, on peut dire. Non, je clashais énormément et j'étais très pétac. C'est pour ça que je disais en début d'émission, je suis moins détestable dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me croisaient dans la rue, ils voulaient pas me parler. Mais ça, les candidats, ils s'en rendaient compte. Non, ils flippaient.
Il fait même même en off, ils avaient du mal. Mais je l'ai su après, hein. Je l'ai su par ouais. d'anciens candidats avec qui j'ai gardé des relations. Ils me disaient, mais dès que tu rentrais, on se disait, qu'est-ce qu'il va encore nous gueuler dessus? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Mais là, c'est quand il y a les caméras ou pas les... Ah oui, mais quand il n'y a pas les caméras, je m'en vais. Ah ok, tu Je les reste vois... pas avec eux. Ah ok, donc ils ont pas de relation avec toi. Non, mais bord, ils savaient que j'étais pas aussi cinglant que à la télé. Néanmoins, je pouvais l'être même en off. De temps en temps, je leur balançais une petite vanne et ils se disaient, ouais, merde. Tu restais un peu dans ton rôle. Je restais quand même un peu dans mon rôle. Mais attention, c'était un rôle pour la télé, évidemment. Mais j'avais une émission à tenir. Alors, pas tout seul, mais j'avais quand même une émission à tenir avec des candidats que j'avais pas choisis, qui venaient d'horizons que je connaissais pas. C'est pas évident. Et les autres, on les a choisis justement parce qu'ils avaient une grande gueule et qu'ils pouvaient faire le show. Il faut les cadrer, quoi. Donc il faut tout de suite les cadrer. Et je me suis rendu compte, ils ont énormément besoin de ça parce qu'ils sont très seuls, parce que c'est une aventure qui est difficile, même si elle est très agréable, elle est difficile. C'est difficile d'être avec des gens du matin au soir que t'as pas choisi en tant que candidat. De pas pouvoir sortir d'une maison, même si elle est magnifique, il y a une piscine, il fait toujours beau, enfin souvent beau. Même si le cadre est idyllique, c'est pas des potes. T'es pas en vacances avec tes potes, t'es dans une compétition avec des gens que t'as pas choisi. Et le côté voilà le directeur, il va nous dire ce qu'il faut faire, comment faut le faire, combien de temps ça va durer. Ce côté cadre, rigide, un peu pet sec, en fait ils en avaient besoin. Et puis du coup, ça te permettait, enfin, tu devais garder cette manière d'être, on va dire, pour rester cohérent quand c'était filmé. Je l'ai un peu mis entre parenthèses sur la dernière année parce qu'on avait décidé dans l'édito, ça c'est un choix avec les journalistes, de changer un peu, de renouveler un peu. D'accord. Donc sur la dernière saison 6, j'ai pas vu la dernière. je suis beaucoup plus. T'as elle est vraiment réussie. C'était en quelle année ça? C'était il y a 2 ans. Ok. Ouais. Et pour me donner une idée, ça représente combien de personnes qui travaillent sur ce genre d'émission? C'est ou les budgets, enfin des quelques 70 chiffres, personnes, c'est un budget 7 chiffres. Ok. Ouais. Je peux pas le dire parce que je suis encore, je pense, tenu au secret. Et ça coûte, enfin c'est un gros budget quand même. C'est un gros budget, ouais. Mais qui a été un outil hyper. Et qui est très très rentable. Hyper rentable, j'imagine. Ouais. Et parce que ça passait le soir, mais il y a toujours les rediffs. C'était diffusé 5 semaines, c'était rediffusé au moins 5 semaines. Donc ça passait 10 semaines. Les anciennes saisons a été rediffusées encore l'année où pour chauffer un peu la nouvelle. Donc ça devait passer 3 fois. Donc tu t'en mangeais pendant 15 semaines. C'était diffusé. Alors le replay fonctionnait très très bien, le replay d'Énergie 12. Je crois que c'était la 2e émission la plus vue en replay. C'est dingue, hein. Parce qu'en fait, je pense que tous les gens qui étaient frustrés parce que ça passait tard se la mataient dans la journée. Je crois que c'était la 2e émission derrière les anges de la télé-réalité. On s'enorgueillit de ce qu'on peut, hein, je suis désolé, hein. mais je trouvais ça pas mal. Et puis évidemment, c'était diffusé sur YouTube, ça faisait quelques milliers de vues en plus. Il y a aussi j'avais vu 2-3 les castings aussi qui sont encore sur YouTube. Ou pareil, j'ai vu que tu aimais bien un peu mettre mal à l'aise des candidats aussi. Bah oui. C'est le but aussi, quoi. C'est le but, mais c'était des vrais castings. C'était pas ouais. du pipeau. C'est-à-dire que moi, je faisais mon show en essayant de les déstabiliser et d'être extrêmement désagréable. Là, je forçais vraiment la dose. Mais par contre, on avait une vraie délibération derrière. En se disant, voilà comment il a réagi. Lui, il m'a répondu. Je vais te donner une anecdote. Il y a un gars, il s'assoit. Il fait, bonjour, je m'appelle Clément. Je dis, non, oh là là, où est-ce que tu vas là? Il dit, je comprends pas. Je dis, non, mais tu peux pas là, un mec avec un accent, je peux pas prendre avec un mec avec un accent. Allez, casse-toi. Le mec, il se lève, il s'en va. Je dis, oh, où tu vas? Tu te défends pas là, t'as un accent, tu crois vraiment que sous prétexte que t'es de Montélimar, je vais te dégager Il dit, je sais pas, vous me dites... Mais je dis, il faut se battre, c'est au poker, je te dis, j'ai le meilleur jeu, tu te lèves et tu te dis, oh c'est bon, il m'a bluffé. Eh non, faut se battre dans la vie. Et les gens, je leur mettais une pression incroyable, et puis du coup, en fonction de la réaction... Mais tu l'as pas pris là? Ah non, je l'ai pas pris, hein. Je l'ai pas pris, et ça n'avait rien à voir avec son accent. Et parce que du coup, c'était mais moi j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils me rentrent dedans, qu'ils me disent non mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis de Montélimar. Mais c'est vrai que c'est des tests. C'est très très déstabilisant. Et du coup, qu'est-ce que t'en retiens de ces 6 années de la Maison du Bluff? Est-ce qu'il y a des choses que je sais pas, qui sont frustrées ou des choses que t'as apprises que tu retiens peut-être dans des futures émissions, enfin. Oh oui, sur le plan marketing, j'en retiens plein de choses. Si c'était à refaire, il y a plein de choses que je referais pas de la même façon ou des idées que je proposerais beaucoup plus tôt. Évidemment, sur le plan professionnel, ça m'a beaucoup appris la dynamique entre une émission de télé et le marketing, notamment online, les dynamiques à créer, le call to action, tous les moteurs de call to action. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Tout ce qui est back office m'intéressait beaucoup. Back office, du coup, c'est... Ouais, enfin, rentabilité, pardon. Oui, tout ce qui était coulisses marketing de l'opération, puisque c'est une émission commerciale, faut être honnête. Le but, c'était de faire venir des gens sur Poker Stars indirectement, en conformité avec la loi.
Donc c'était vraiment très très intéressant. Pour le côté show, oui, animer une émission, c'est rigolo. Les caméras, le fait qu'on soit reconnu dans la rue, je veux pas dire que c'est désagréable, c'est sympa. Les selfies, les autographes et tout, c'est un peu kiffant. Mais c'est pas ce qui m'a le plus apporté. Et sur le plan professionnel, sur le plan personnel, je pense que là, on peut quand même voir la différence. Ça m'a apporté une confiance en moi, une assurance. Je pense que ça m'a apporté ça qui était pas forcément dans mon tempérament. Et puis t'avais tellement d'émissions aussi. Enfin, ouais, voilà. Ça À la fin, t'as plus du tout le trac. On te dit c'est à toi, tu sais même pas ce que tu vas dire. Tu redemandes pas maintenant, c'est Alexis, bon. c'est bon. 3, 2, 1. Bonjour à tous, voilà, et tu pars dans ton truc, tu sais même pas ce que tu vas dire. Pilote automatique. Ouais, ça devient routinier, ouais. Et du coup, t'as fait 7 ans chez PokerStars, du coup, t'es parti en 2017. J'ai fait, oui. C'était peut-être la fin d'un cycle, du coup, c'est peut-être pour ça, enfin, pour la télé, il n'y a pas que la télé. Ouais, alors on était dans la troisième période dont on n'a pas parlé, qui était, là, on coupe presque tout, et on est dans ce qu'on appelle le share wallet, c'est-à-dire on va attaquer directement la concurrence. On sait, en gros, que les parts de marché sont distribuées, enfin, que le marché est conquis. Complètement mature. Qu'on pourra pas vraiment développer de nouvelles niches, on va pas s'attaquer les retraités s'ils jouaient, on le saurait, enfin, on a déjà exploité tous les filons. Puis même les mineurs qui deviennent majeurs, ça représente rien au final, quoi. Enfin, les quoi? Oui, voilà, mais c'est le renouvellement. C'est qu'il y en a qui partent. Qui jouent moins au poker, il y en a qui partent, il y en a qui meurent, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui meurent. Donc il y a des mineurs qui deviennent majeurs et qui peuvent jouer. Mais ça, c'est un renouvellement, c'est pas vraiment des nouvelles, un nouveau marché, des nouvelles niches qu'on n'aurait pas explorées. Donc tout est usé jusqu'à la corde. Et là, le but, c'est juste d'attaquer la concurrence. Et c'est très usant. Les parts de marché sont très très chères à conquérir. Et nous, la stratégie centrale de PokerStars, c'était de faire des économies, donc de réduire les budgets. Donc, tu dois te battre avec des gens qui ont plus d'argent que toi, là où t'as pas d'avantage par rapport à eux, puisque ça y est, les dés sont jetés. Et donc, c'était un peu frustrant. Moi, j'ai pas de regrets, hein. J'ai vraiment pas de mauvaise période chez PokerStars, mais clairement, c'était la moins intéressante, la moins challenging, quoi. Je sais pas comment on dit en français. Ouais, enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas faire l'anglophobe à deux balles, mais il y avait plus de défis, quoi. Et PokerStars a décidé de tout recentraliser à Malte. On a eu des propositions pour partir à Malte. Moi, j'ai décidé que c'était le moment de faire autre chose. Donc voilà, on s'est quitté en très bons termes, hein. Et du coup, quelques mois, enfin même un peu plus d'1 an plus tard, donc c'est annoncé que tu vas prendre la direction, tu as pris la direction d'un club de jeu qui ouvre, l'ancien Cercle Clichy Montmartre. Oui. Qui devient le club Montmartre. Le club Montmartre, absolument. Comment ça s'est fait aussi C'est une rencontre avec Frédéric Ruggieri, qui est la propriétaire des lieux, beaucoup de temps de réflexion, de travail préalable. C'était déjà la propriétaire avant ou c'était Non, elle a repris. Elle a repris. Les anciens propriétaires ont plus eu le droit d'exploiter puisqu'ils ont des choses pas très. Enfin, ils sont en procédure judiciaire. Donc, elle a eu l'opportunité de remettre les compteurs à zéro et de repartir avec un lieu mythique. Un lieu où c'est le plus ancien cercle de jeu à l'époque, cercle de jeu de Paris, un endroit tout à fait fantastique, place de Clichy, enfin rue de Clichy plus exactement, 86. C'est un ancien bouillon, c'est une hauteur sous plafond incroyable, une magnifique verrière. C'est vraiment un lieu pas comme les autres. Je dis pas que les autres seront pas bien, mais il y a cette histoire qui s'est passée, ce cachet qui est vraiment unique. Et puis je rejoins des équipes qui sont déjà en place, qui ont mis en route des tournois, une offre de jeu globale vraiment très intéressante, des gens qui connaissent très très bien leur métier, qui aiment les joueurs, qui aiment le jeu, qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui ne se jettent pas sur la première solution venue parce que c'est la plus simple, mais qui essaient de se poser des questions toujours plus et d'essayer de faire toujours mieux. Donc moi, c'est le genre de personne qui m'intéresse. Et du coup, ton rôle, ça va être quoi là? Directeur général. Directeur général, donc tu vas vraiment gérer tout le business, quoi. Oui, pas le côté jeu, puisqu'il y a un directeur responsable, c'est un terme un peu technique, qui va s'occuper de l'offre de jeu, qui est déjà là, hein, qui connaît très très bien le métier, mieux que moi, sur tout ce qui est jeu trad et tout. Moi, c'est jeu traditionnel, c'est jeu de casino, hein. Jeu de cercle plus exactement, mais typiquement un jeu de casino. Et lui, c'est son métier depuis plus de 10 ans, donc c'est difficile de faire mieux. L'idée, c'est pas de rentrer en concurrence, au contraire. L'idée, c'est de conjuguer un peu nos compétences, nos talents, nos parcours. Et je crois qu'on sera les seuls à avoir ce genre de profil. Il y a une différence entre ce qu'on appelle les cercles de jeu et les clubs de jeu. Oui, la différence est vraiment fondamentale du côté des organisateurs et elle est
presque invisible du côté des joueurs, puisque ça sera la même chose, même offre de jeu, même type de jeu à une ou deux exceptions près, et pour eux rien ne va changer. En revanche, le législateur a mis fin à une espèce de grande hypocrisie, puisque les cercles de jeu étaient tenus par des associations loi 1901, donc avec des nécessités de réinvestir les bénéfices, tu vois. Pas but lucratif. Et puis avec beaucoup de flou, quoi, avec des choses qui se passaient, qui étaient tolérées plus ou moins. Voilà. Bon. Les cercles, on les a vus disparaître. Donc le législateur s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas dans ce statut. Il y a mis un terme il y a quelques mois, et maintenant on a le droit de déposer un dossier pour obtenir un agrément de club de jeu. Là, on se rapproche vraiment à 95% des casinos. La grande différence, c'est que les jeux ne sont pas les mêmes. On n'a pas le droit à la roulette, on n'a pas le droit aux machines à sous, notamment. D'accord. Ouais. Et donc du coup, les jeux, c'est... Donc on récupère les jeux de cercle, mais avec une gestion qui est très très propre, très proche des casinos. Et du coup, les jeux, c'est poker. Il y a quoi d'autre à part le poker? Poker, alors il y a Texas Hold'em et Omaha. Il y a également en jeu de contrepartie, il y a du stud. C'est pas tout à fait le stud de poker classique, hein, c'est un jeu de contrepartie. Il y a du Punto Banco, c'est un dérivé du baccarat, un jeu qu'affectionnent beaucoup les Chinois notamment. De l'Ultimate, ça, c'est un jeu qui est plus récent, qui plaît beaucoup aux joueurs de poker. C'est vraiment basé sur le Texas Hold'em. Poker 3 quarts. T'enlèves des cartes, c'est ça? Non, c'est quoi non, c'est un peu le même principe. T'essaies de faire la meilleure main et de battre la banque, quoi. Voilà. Et le Poker 21 qui est un dérivé du Blackjack. D'accord. Et là, c'est pas ouvert encore. Enfin, en tout cas, c'est ouvert, mais il n'y a pas les jeux encore qui sont accessibles. Ouais, voilà, c'est ça. On attend l'ouverture qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Je vais laisser un peu de flou, un peu de suspense sur la date d'ouverture. Mais on a eu l'agrément. L'agrément a été signé par le ministre de l'Intérieur, donc on a plus d'obstacles. Okay. Ouais. Donc à Clichy. Clichy, 86 rue de Clichy. Je vous invite toutes et tous à venir. Au niveau de la place, quasiment. De toute façon. Ah, c'est vraiment à la place de Clichy, complètement. Et bah très bien. Bah écoute, on a fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais voir. J'ai une petite question de fin. Alors, hormis ça, est-ce que tu as d'autres projets éventuellement? Enfin, c'est quoi ton actu là dans les prochaines semaines, prochains mois? Bah ça va quand même être un gros projet. Je pense que ça va me prendre beaucoup de temps. Heureusement, je suis vraiment très très impatient d'intégrer le club Montmartre et puis d'accueillir les premiers joueurs. Il y a une grosse attente des joueurs de poker sur Paris puisqu'il y a pratiquement plus rien. Il y a plus rien eu pendant des mois et puis maintenant il y a plus qu'un seul club qui offre presque pas de poker. Donc il y a une grosse attente qu'il va falloir passer. Il va pas falloir passer à côté, il va falloir la satisfaire tout de suite. Sur le plan personnel, j'en parlerai peut-être, on se reverra peut-être, mais j'ai écrit un roman. Donc c'est une aventure encore différente que je mène, qui est signée chez Michel Lafon et qui devrait sortir en octobre. Là, on en parle pas tout de suite. On brûle pas, voilà, on va s'en garder un peu sous le coude. Parce qu'il y a aussi pas mal de trucs à dire. C'est indirectement lié au poker. Et c'est une aventure aussi assez intéressante, surtout que voilà, j'ai pas de contact dans l'édition ni dans le roman, donc j'ai fait ça un peu par moi-même, et ça peut intéresser justement des gens de savoir comment on sort un premier roman. Complètement. Ouais. Et là, ça me donne envie de poser des questions du coup, mais on fera dans une. On se reverra. On se reverra du coup. On se reverra. Si ça s'est bien passé, écoute, on se reverra. Avec plaisir. Et éventuellement, je sais pas si t'as. Alors moi je demande souvent, alors on n'a pas trop parlé forcément de bouquins, je sais pas si t'as des bouquins ou des livres qui t'ont marqué dans ta vie ou un film ou quelque chose, enfin si t'aurais des références qui t'ont marqué. Des films qui m'ont marqué, oui, des romans aussi. En film vite fait, Fight Club, Casino, Casino on y revient. Il était une fois dans l'Ouest. Ça c'est des films qui pour moi sont Seven aussi, la façon dont c'est réalisé. Tout ça m'a beaucoup marqué. En bouquin, Malraux, je suis un grand fan de Malraux. Je connais par cœur le discours d'entrée de Jean Moulin au Panthéon. Donc c'est vraiment des gens qui m'ont... Victor Hugo, ça peut paraître banal, Dumas, et puis après beaucoup de polars, puisque c'est un format que j'ai écrit un polar. Donc j'ai une petite culture polar, je suis pas un dingue, hein, je peux être grillé par pas mal de spécialistes, mais en tout cas, je m'y connais plus que la moyenne, on va dire. Et puis si ça se passe bien, voilà, je lirai du Alexis Lepsker aussi. De Alexis. Son 6e livre dans 6 ans. Et où est-ce qu'on peut te suivre du coup pour les gens qui Facebook. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Facebook, Twitter et Instagram. Ça marche, super. Bah écoute, donc c'est la fin de la première partie. Du coup, il y aura une deuxième partie. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ouais. Bah, merci beaucoup d'être venu. Et puis merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jckurdali.org. Il y aura les livres mentionnés, les ressources, etc. Donc Kurdali, c'est Kurdali. Profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes. Et pour m'aider, vous pouvez faire 2 choses. Partagez à vos amis l'épisode ou le podcast ou mon site. Et mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité pour les podcasts. C'est comme ça qu'on gagne en visibilité. Donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Conversation avec JCK. Allez, à plus.